Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move et en même temps en simultané sur le Twitch, toujours de Move bien évidemment. Mon cher Diff, comment tu vas ? Quel bail mon fou. Oh, je sais pas d'où vient cet accent, mais ça va très bien. Et non, toi, tranquille, ouais, comme un mercredi Yatan. Mais est-ce qu'il y a toujours le Killer Beats Killer Beats totalement max aujourd'hui. Qu'on aura en fin d'émission? Super deep. Ouais, bah tant mieux, parce que c'est le principe de l'émission. Ça va péter. Donc ça va. C'est sa grande première de la saison. Il est venu en veste un peu velours côtelé. Oui. Mon cher Willax. En licorice, en fleur de licorice. En pot de pêche. En lotus. En aussi, lotus, si tu veux. En pantalon. Oui. Willax, comment tu vas? Ça va, très bien, au top. Un vrai plaisir de ton retour dans cette fabuleuse émission qu'est Yatta. Ça m'avait manqué. Bah, tu nous avais manqué aussi. Et en plus, tu reviens avec une nouvelle formule de ta chronique. Oui, alors j'ai eu un job d'été qui était d'être DJ, tu vois. Bon, je l'étais un peu avant, mais là, genre, j'ai concentré le jeu et on s'est dit que pourquoi pas me mettre à mixer pendant la pause, en fait, les 10 minutes de pause. Okay. Donc, je vais faire un mix spécial déjà d'entrée entre 2024, tu vois, d'OST, et on va se faire kiffer. Alors, j'ai une question importante. Oui. Ça a un nom pour l'instant ou on reste sur le Soundtracks? Alors, avec Muxa, ça m'a fait rire. Il avait dit le manga mix, le MM, le MNM. C'était drôle, je trouvais ça drôle. Le Willax manga mix, genre, je trouvais ça... Déjà, c'est pas trop long, déjà. Oui, je trouvais ça très 2010, mais on est en train d'y réfléchir. D'accord. Mais le Soundtracks n'est jamais fini. Ah, ça c'est beau, ça. Attention. Ça c'est beau. Il peut revenir à tout moment. Oui, clairement. J'adore ça. C'est aussi son grand retour dans l'émission après 6 mois au Japon. Val, comment tu vas? Valentin Paco. Très bien, j'ai cru que tu allais rebondir dans ce qui n'est jamais fini, c'est les chroniques de Val, donc je me suis dit, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais ça va. Alors je juste me permets de rebondir sur ce que tu as dit avant de te redonner la parole. Pour ceux qui nous découvrent à la radio, en fait, Valentin a normalement un timing pour ses chroniques, mais il prend généralement le double de son timing. Je respecte rien, moi je suis un ouf. Donc on continue le Nani cette année, on n'a pas changé. Il y aura des petites variantes dans certains épisodes où je serai un peu plus personnel, un peu plus dans le pathos et dans l'émotion du Valou. Voilà. Ok, du Valou, très bien. Et je rappelle qu'on te retrouve le mercredi matin dans la matinale. Exactement, je dors ici là, derrière là dans le coin. En attendant, et Ringo, dès que Ringo, elle à son tour aussi revient du Japon, elle prendra le relais. Elle me fout à la porte, exactement. Ça marche. Aujourd'hui avec nous, Trunkyzoo est avec nous. T'es un peu bronzé aussi quand même. Je reviens du Japon, là-bas on bronze vite. Hein. Alors c'est pas la première destination à laquelle on pense qu'on bronze. Quand il n'y a pas de typhon, en tout cas. C'est vrai, et on a un truc extraordinaire. Alors je rappelle que t'es créateur de contenu, pas que manga d'ailleurs. Et tu reviens du Japon parce que tu as fait le tour du Japon en skateboard. Exactement, j'ai fait l'équivalent d'un Paris-Marseille. Sauf que je me suis dit, la bouillabaisse, tout ça, c'est pas trop pour moi. Donc on part directement au Japon, manger des okonomiyaki et ce genre de choses. Voilà. Et on va en parler avec toi. Avec grand plaisir. Ça va être très bien, ça sera en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, on parlera des méchants dont on se sent un peu le plus proche. Alors pas forcément dans les actions, attention, mais dans certaines réflexions qu'ils peuvent avoir. Donc on en parlera tous ensemble. Mais avant tout ça, j'ai un petit teasing à vous dire pour la semaine prochaine. Je peux déjà le dire. Oui, la semaine prochaine, on va faire une spéciale My Hero Academia. Ça fait presque un mois que ça s'est terminé. Ahmed de Kiyun sera avec nous. Et d'ailleurs, il y a un événement MHA, enfin My Hero Academia au Café de l'Homme. C'est un café qui se trouve pas loin de la Tour Eiffel. Il y aura des planches du manga, il y aura une expo, une repro du tome 1, il y aura une interview inédite de Rikushi, il y aura plein de goodies, plein de choses. Je sens que tu veux faire une vanne, Valentin. Mais t'as pas osé la faire, c'est place du Trocade Hero, My Hero Academia. C'était important que tu me coupes la parole pour ça. C'est les 14 et 15 septembre. Et puis quand Ahmed viendra, on fêtera aussi les 20 ans de Kiyun. Et puisqu'on est dans tout ça, je vous annonce aussi que aujourd'hui, d'ailleurs, je suis très mal poli. J'ai pas dit bonjour à tout le monde sur Twitch et j'ai pas dit bonjour à tout le monde à la radio. Excusez-moi. Et en plus, c'est simple, pour me faire pardonner, je vous fais gagner 5 fois 2 places pour assister aux 3 premiers épisodes de Dan Dadan. C'est grâce à ADN qu'on peut faire gagner des places. Pour les gagner, c'est très simple. Vous allez sur le Twitch et là, vous voyez avec Face.
Alors il peut être intransigeant dans ses questions. À mon avis, c'est premier arrivé, premier servi. Donc allez-y. Et puisqu'on est dans les lots à gagner, des lots, plein de lots arrivent dans Yatta grâce aux copains de Japan On Demand. Des figurines, des goodies, des mangas, vous allez voir ça tout au long de la saison d'Yatta. Évidemment, je vous tiendrai plus amplement informé. Si tout le monde est prêt, et bah Yatta, c'est parti. Yatta, baby. Yatta. Bon, mon cher Trunky, comme toutes les émissions d'Yatta, je commence avec le hype ou pas hype. Donc c'est 3 news qui sont tombées dans la semaine. Ok. Et on va voir ensemble, donc de mercredi à mercredi, et on va voir ensemble si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Let's go. On respecte pas assez cette attaque de Piccolo. Donc le nouveau trailer de Dragon Ball Daima est sorti. On y voit toute la Team Z qui a rétréci, Goku qui part à l'aventure avec Kaioshin et d'autres personnages. On a aussi un petit extrait de l'opening de Dragon Ball Daima. Tout ça sort le 11 octobre de cette année. Alors ma grande question, je vois faire plein de signes, Trunky, donc je vais commencer avec toi. Est-ce que ça te hype et est-ce que tu attends avec impatience le 11 octobre? Bon, écoute, j'ai vu le trailer ce matin dans les toilettes. Ah ouais, c'était le bon endroit. Et ça en dit long. en vrai, je crache dans la soupe, mais je vais quand même regarder parce qu'on est fan de Dragon Ball ici. Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que je suis pas du tout hype par ce truc. Je te comprends. Ouais. Le chara design, c'est très lisse, très... C'est vrai, mais je trouve quand même beau. Ouais, c'est très brillant. Ouais, c'est vrai. Ça m'a gêné un petit peu. Je suis d'accord. Mais on va pas cracher dans la soupe, on va quand même regarder, mais je suis pas du tout hype. Tu sais comment ça s'appelle ça? Le syndrome de Stockholm. C'est vrai? Bah oui. Ah ouais? Ah oui. Tu sais que c'était faux le syndrome de Stockholm. Les mecs, ils ont menti pour faire croire qu'ils avaient pas mis la meuf en danger. Ah bon? Les pros, elle était jamais tombée amoureuse des preneurs d'otages en fait. C'est une grosse arnaque le syndrome de Stockholm. Donc on peut plus utiliser cette expression? Bah si, parce que maintenant c'est entré dans le dictionnaire. Le syndrome de Dragon Ball Super. Le syndrome de Dragon Ball Super. Ouais, mais Dragon Ball Super, il y avait une hype quand même à l'époque. Je suis plus hype sur Daima que sur Super. Alors pourquoi ça te hype Daima? Parce que déjà techniquement, le trailer m'a rassuré. Sur quoi il t'a rassuré? Bah, c'est une anime qui est quand même de bien meilleure qualité. Alors c'est joli, que le ça c'est dernier Dragon Ball Super qu'on s'est payé. Alors ça c'est vrai. Je suis désolé, il y a plus que 2 images par seconde. Je suis déjà vachement plus content quoi. Et le deuxième truc qui me hype, c'est les à côté. Les figurines qui ont été annoncées et montrées au Tokyo Tokyo Festa, c'est la Ford Fiesta. Le gros truc du festival des figurines à Tokyo, dont le nom m'échappe, elles sont dingues. Figure Art, ils se sont lâchés. Moi, j'ai envie d'en acheter plein. Donc en fait, ce sont les figurines qui te hype sur l'arrivée de après, l'animé. Je jugerai sur pièce quand il y aura l'animé. Est-ce qu'il y a un bon scénario ou pas? Qu'est-ce que ça va donner? Au final, ça va être comme GT, c'est les figurines qu'on va acheter. Oh la vache. Voilà. GT, le générique était bien. Ah, le générique est très très bien de GT. Alors ça, il n'y a rien à dire dessus. Il y a des trucs à sauver. Super, il n'y a pas grand-chose. Non, on est d'accord. Mon cher Diff, alors est-ce que ça te hype cette arrivée de Dragon Ball Daima le 11 octobre, je rappelle? Totalement dubitatif. Alors pourquoi? Je sais pas... Écoute, déjà, à la base, ça devait s'arrêter à Freezer, sur Namek, tout ça. Oui, bon, on sait, ça continue après. Et voilà, tout ça, c'est du fan service, c'est du réchauffé, c'est du bon duel, c'est du Picard. Ah oui. Et je suis pas fan, en fait. Picard, c'est pas réchauffé. Ah si, après tu dois réchauffer. Si, c'est vrai. Non, t'as raison. Non, je suis pas dedans. D'accord. Mais je regarderai quand même. Bah oui, mais c'est tranquille, il l'a dit. C'est ça le problème. On va tous regarder. Mon cher Willax. Ouais, on parle de quoi? Des DBZ Paper. Tu laisses. Alors, Mario Paper. Alors je le dis aux auditeurs, tu as dit du mal de Paper Mario tout à l'heure. Ah les gars. Alors, en jeu vidéo, on fait une petite parenthèse. Je parle de sur GameCube. Hein. Et ben justement, la porte du millénaire, c'est le meilleur des Paper Mario. C'était un RPG, mais on en parlera dans une autre émission. Ça serait vraiment pas mal. Alors déjà, il sort en même temps que le jeu Sparking Zero. Exactement. Alors, excuse-moi, mais ma hype, si je dois la jauger, si je dois balancer, je suis en mode 20% sur Daima et 80% sur DBZ à Sparking Zero, sans pitié. Franchement, je préfère largement m'enjailler sur le jeu que... Tu sais sur un paper comme ça, dans le chat, pas possible. Ils sont 63% à ne pas être hype pour le Daima. On est ensemble. Hein. On est ensemble. Après, Valentin, peut-être que Valentin a raison. Hein. Oh, ça m'étonnerait que tu regardes pas. Déjà, juste parce qu'on est dans cette émission, t'es obligé de regarder parce qu'on va bien débriefer. Je suis obligé. Bah oui. Les 2 premiers épisodes, mais après. Évidemment. Easy. Et alors, bon, pour celle-là, ça ira. T'emballe pas.
Vous aurez pas plus de contacts que ça, donc oublie. On fait acte de présence, mais ça s'arrête là, compris? Est-ce que vous avez reconnu? J'ai pas du tout la rêve de celui-là. Vous avez pas reconnu? J'ai pas du tout la rêve de celui-là. Attends, mais ça revient en plus. Genre, j'ai cru que c'était... Eh ben c'est simple, pour fêter son 15e anniversaire, un nouveau projet sur l'attaque des Titans va être révélé le 9 septembre. Alors, est-ce que ça pourrait... Alors, j'imagine, est-ce que ça pourrait être un animé pour Before the Fall qui se passe 30 ans avant la création des murs et 70 ans en fait avant ce qu'on a connu. Alors on sait pas encore ce que c'est, mais éventuellement, est-ce que ça nous hype ou pas? Valentin? Bah, j'ai envie de dire que je suis hype, mais pour l'instant on a tellement peu d'informations que reste une semaine, je suis dans l'expectative d'être hypé. Ouais. Je m'attends à être hypé et j'espère que ça va confirmer que c'est un truc bien, parce que des fois il peut y avoir des annonces qui peuvent faire flop. Bah, ça, un film où ils nous disent on fait 3 films en la série en version short, mais en 3 films avec un budget de ouf, film d'animation, 3 fois 3 heures, moi je signe tout de suite aussi. Et après s'ils nous disent interview exclusive des seiyuu qui viennent vous rejouer une scène, bah là je dis bon bah désolé, sans moi. Donc vraiment j'ai confiance et j'espère que j'ai raison d'avoir confiance. J'espère aussi, mon cher Diff. Moi, je suis hype parce que je suis parti dans ma... Tu vois, et je me dis... Hyperie. On n'a pas assez parlé du titan féminin. Waouh. C'est bien de préciser qu'il est parti dans... Ouais. Alors, il a fait plein de gestes. On rappelle pour ceux à la radio, il a fait plein de gestes. Il y a des personnages qui ont été oubliés. Et si c'est un peu autour de Annie, tu vois, Tu veux un film sur Annie? Ça serait cool, quoi. Ça serait chiant, mais peut-être que je l'aurais. D'accord. Donc c'est pour ça que ça me hype. On va demander à Isayama. Mais sinon, voilà, les RN, les Levi et tout ça, c'est bon, on a vu. Non, ça c'est bon. Ça m'étonne. Bon. Je pense pas que ce soit. Moi, je verrais bien Before the Fall. Ah ouais? Bah, je sais pas, j'ai aucune info. Je vous le dis clairement, j'ai aucune info, zéro. C'est une spéculation. Ok, moi j'aimerais bien Annie, moi. Ouais, on a bien compris. Willax. Moi, j'avoue que un Before the Fall, avant les murs, de voir un peu la famille Tiber, tu vois, de voir toute cette supercherie en fait qui nous a fait en arriver jusqu'à tout ce qu'on a vu. Ouais, ça m'intéresse clairement l'histoire du roi Fritz. Ah, je suis dedans. Ça peut être pas mal, hein. Ah, je suis dedans de fou. J'ai envie de voir un peu les mares trimer, tu sais, craindre un peu le peuple eldien. Oui. Bah, je voulais faire une vanne, mais c'était pas ouf. Tu m'as eu. Préquel. Ouais, c'est quand même pas mal. Okay. Non, moi l'histoire, genre, c'est bizarre, mais dans l'attaque des Titans, l'histoire, j'y tiens. Tu sais, le pourquoi du comment on en arrive là. Ouais. Les avec fondamentaux de la dans guerre. Les murs. Oui. Comment ils font rentrer? Comment ils ont cimenté tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Ils ont mis d'abord le titan, puis ils ont mis les murs pour voir. C'est à la bonne. Mais de toute façon, même, c'est même pas, c'est l'énergie, l'énergie de l'originel qui a fait ça. Donc ouais, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir tout ça, et je pense que c'est bien long à raconter. C'est bien plus que 3 films. Tout ça, ce sont des spéculations. Je tiens à le dire. Trunky. Ouais, en vrai, hype. Hein. Tant que ça apporte un truc qu'on n'a pas vu dans l'animé, que c'est pas un remix ou que c'est une saison finale en 3 saisons découpées. Non mais c'était long. En vrai, si nous font un truc un peu comme Kishimoto il a fait avec Minato, un petit one shot, ce genre de délire, c'est incroyable. Hype. Annie qui s'entraîne au MMA. Un one shot sur qui? À part Annie, apparemment. Un one shot sur qui? Un one shot sur le mur. Ah, un one shot sur le mur, d'accord. Là, c'est très bien ça. Ok, et juste dans le. Alors, si ça n'a pas changé, dans le chat, ils sont hype à 90%. Ouais. Allez, let's go. Donc là, c'est très très chaud. On a eu un premier teaser de la série animée Tout le monde déteste Chris, qui s'appellera Everybody Still Hates Chris. Donc ça, c'est toujours narré par Chris Rock. Ça raconte l'histoire d'un jeune. C'est à Harlem ou à Brooklyn? C'est à Harlem. C'est à Harlem. C'est à Harlem, voilà. Et puis il y a Chris Rock qui casse le 4e mur, qui parle. C'est une série comique que moi j'aime beaucoup. Je vous le dis clairement, j'ai pris cette news, c'est juste pour moi parce que je suis un grand fan de Chris Rock et que j'ai hâte de voir ça. Je sais pas si vous êtes beaucoup hype. On va commencer avec mon cher Val. Ben moi je suis moyen hype parce que techniquement, je trouve que c'est pas une anime de super qualité. C'est marrant effectivement, mais la qualité de l'animation, elle est pas là. On a vu un petit teaser pour l'instant. Ouais, mais regarde la saison d'avant. Ouais. Alors, du temps s'est passé, c'est peut-être probablement pas les mêmes équipes et tout, mais le teaser, je reste un peu sur ma forme en disant j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin
en faisant évoluer. J'aurais aussi aimé qu'on ait un petit gap temporel, parce que là, on reprend vraiment tout de suite à la même période. Ouais. Et les mœurs ont évolué, donc je pense que ça va limiter le champ des blagues. Moi, je suis pas certain. Alors, moi, j'ai vraiment confiance en Chris Rock, qui est toujours producteur, hein, et en son écriture. Ouais, donc, une écriture de fou. Moi, je reste persuadé qu'on va pas mal rigoler. Willax. Alors, ouais, comme je l'avais évoqué un peu avant, j'ai toujours été fan des sketchs télévisés de Chris Rock. Oui. Mais j'ai moins regardé Everybody Hate Chris. Genre, parce que je mangeais à la cantine, les gars. Déjà. On mange à la cantine. Mange à la cantoche, man. Ouais, parce que c'était entre midi et 2 à l'époque sur. Midi les sur, sur M6, c'était. Mais par contre, le regarder en VF avec la voix de Lucien Jean-Baptiste qui parle comme ça m'intéresse. C'est vraiment chaud. J'aime trop cette voix. Elle est incroyable. Tranquille. Non, l'imitation était incroyable. Lucien Jean-Baptiste. Ton salut d'ailleurs. Et mon père. Et en vrai, moi je suis pas très série, donc. Non mais tu sais que t'as le droit de pas être hype. Je suis vraiment désolé, je suis pas hype, mais vraiment ça n'a rien à voir avec la série en particulier. Ok. Voilà. Mon cher Diff. Aujourd'hui, je suis le Grinch des hype ou pas hype. C'est pour ça que t'as une casquette verte. Non, en vrai, les animations comédie, ça me hype pas trop. Tu vois, genre Le Prince de Bel-Air en animation. Genre Rick et Morty, ça te fait pas rire? Genre, ça graille ça. Attention, Rick et Morty, j'aime beaucoup. C'est truffé de ref. Oui, c'est chic. Voilà, c'est chic. Mais sinon, t'as regardé la série Martin? Bah évidemment. Voilà. T'aurais vu ça en animé? Non mais c'est une autre époque. Martin, c'est fin 80, début 80. C'est une autre époque. C'est pas le même humour, tu vois. Martin, c'est beaucoup sur la situation qui est drôle. Moi, pour me faire rire en animé, Dragonfly Jones, c'est. Dragonfly Jones. Oui. Il est incroyable. Oui, il est incroyable. Mais c'est la face. C'est l'humour visuel. Ouais, lui, il mérite un jeu vidéo, j'ai envie de dire. Alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est Martin Lawrence qui joue dans la série Martin, il joue plusieurs rôles. Et Dragonfly Jones, en fait, c'est un karatéka avec des dents horribles. Et il est nul en karaté. Il est nul en karaté. Voilà, exactement. Et alors que Everybody Hates Chris sont des vannes. Tu vois, et des situations comiques aussi, mais sont Bah écoutez, on verra. Donc, si c'est plus drôle que Machel, oui. Machel, c'est drôle. Mais c'est très drôle, Machel, les gars. Merci. Pour battre Machel. Merci. One Punch Man. Mais bon, on verra ça plus tard. Et dans le chat, c'était alors mon cher Face, est-ce que tu peux me redire dans le chat, ils étaient à 73% hype. Je vois qu'il y a des fans de Chris Rock et sachez que vous me faites plaisir, mes chers. On peut dire les yatteux. Comment on peut dire ceux qui écoutent Yatta? Les Yatou? Les Yatchat. La Yatim? Non, j'ai entendu ce que t'as dit. Je ne relèverai pas. C'est tout pour cette semaine. Ok, baby. Mon cher Trunky. Oui. Alors, je rappelle que t'es créateur de contenu, pas forcément manga, tu fais plein de choses différentes. Et récemment, il y a quelques temps, tu as pris une décision. T'as pris ton skate. Bon, t'as pris un billet d'avion avant. Ouais. T'as pris ton skate, t'es parti au Japon et t'as fait le tour du Japon en skateboard. Exactement. Donc on va en parler avec toi parce que on a besoin de savoir comment ça s'est passé, on a besoin de savoir plein de choses. Et la première question que je vais te poser, c'est évidemment la question que tout le monde t'a posée, mais d'où est venue cette envie? Alors faut savoir qu'il y a un an à peu près jour pour jour, je me suis fait opérer d'une hernie discale. D'accord. J'étais un an. Ça donne pas envie de faire du skate. Ah non, mais pas du tout, mais c'était avant. En gros, ça fait comment dire. Ça fait affreusement mal une hernie discale. J'étais un mois alité, je pouvais rien faire. Ouais. Et pendant ce mois-là, je cogitais, genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai guéri. Ouais. Et j'étais déjà allé au Japon, et j'avais vraiment ce projet de découvrir le Japon, mais je me suis dit, quelle est la manière optimale de découvrir le Japon, que ça soit pas forcément les paysages, mais aussi les Japonais. Et je me suis dit, en vrai, c'est un road trip, la manière optimale. Ah, oui. C'est vraiment la manière optimale. Du coup, en road trip, il y a plusieurs solutions. Est-ce que tu prends le train, la voiture, un vélo ou à pied? Le train, je me suis dit que t'allais pas forcément avoir de l'échange avec des Japonais, donc peut-être que t'allais voir du paysage dans la fenêtre, mais c'est relou parce que si tu veux t'arrêter, tu dois aller voir le chauffeur pour lui dire arrête-toi s'il te plaît, même si ça, il va pas s'arrêter. Il va jamais s'arrêter. Surtout un Shinkansen lancé à 3. C'est sûr et certain. Donc ça, voilà. Et du coup, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit une voiture. En fait, je me suis dit que c'était tellement plus naturel en vélo. Et après, je me suis dit, mais en fait, un vélo, c'est nul. C'est pas stylé. Et voilà. Bon, c'est pas stylé un vélo? Non, c'est pas stylé. C'est stylé, mais je vois ce qu'il veut dire. Ouais. Mais en fait, je voulais pouvoir m'arrêter quand je voulais, où je voulais. Parce que ce qui est incroyable au Japon, je pense, pour ceux qui y sont allés, c'est qu'ils savent qu'il y a des temples partout. Ouais, mais dans vraiment l'endroit le plus paumé du monde, il y a un temple. Et je voulais surtout voir la réaction qu'avaient les locaux
Tu vois un mec en skate qui débarque. Ouais, un gaijin littéralement. Ouais. Voilà, excusez-moi, mais j'aimerais rebondir. Relax. Mais c'est pas n'importe quel skate qu'il avait. Ah. C'est un skate. On a le droit de faire skate Zoldyck. Zoldyck et Voltaire. Mais c'est le skate de Killua Zoldyck. Ouais. C'est le skate jaune et vert. Tu l'as vert. pas ramené là. Je l'ai pas, je suis désolé, mais il est sur la miniature de vidéo. Allez la voir. C'est un skate alors, je l'ai ordinaire. Et en fait, ouais, c'est exactement ça. Je suis allé dans un skate shop, je leur ai expliqué le projet. Après, au bout de 10 minutes, quand ils ont commencé à me croire que j'allais vraiment faire ça, ils m'ont dit ok, on va faire un vrai setup pour que tu puisses tenir. Parce que je voulais pas une longboard. Parce que normalement, pour faire des road trips en skateboard, déjà on fait pas de road trip en skateboard. Mais non, personne le fait. Quand on va le faire, on prend une longboard. Donc c'est une grosse planche avec des grosses roues. Mais moi, je voulais pouvoir faire. Vous voyez la figure de Killua quand il ramasse son skateboard là. Bien sûr. Moi, en fait, je voulais la faire partout. Voilà, je laisse mon empreinte dans le Japon en faisant ça. Donc il me fallait un vrai skateboard. Ouais. Donc je suis allé voir des skate shops et je leur ai dit voilà, je veux un skateboard, mais avec des roues de longboard. Donc ils m'ont fait un truc un peu chelou. Et tu l'as customisé du coup. Et je l'ai custom, voilà. Donc genre t'es parti, t'avais 14 roues de rechange au cas où J'avais qu'une paire de roues de rechange et une paire de roulements pour éviter la pluie. Parce que au Japon, il pleut tout le temps. Yo-yo. Il avait une teinture grise. Et t'as fait une prépa physique avant ou t'es parti Pas du tout. Vraiment, je suis parti à la one again, comme on dit à l'ancienne. Mais... et après, j'ai une mini condition physique de base, vu que je fais tout le temps des saltos, des acrobaties. Mais ça n'a rien à voir avec un road trip. Hein. Parce qu'en vrai, ma grande question, c'est quand tu es en skateboard, c'est cool quand c'est plat. C'est cool quand il y a des descentes. Mais au Japon, ça monte aussi parfois. Alors, ouais, et quand ça monte, là, c'est comment pour toi? Il fait comme tu vois, dans le sac à dos. Ouais, je vais pas vous mentir, c'était à la main. C'était à la main dans les montées. Forcément. Mais le plus dangereux, c'est... On peut penser que c'est cool dans les descentes, mais c'est vraiment pas cool. Hein. Pourquoi? Ça descend trop? Bah ouais, ça va super vite. Et tu sais pas comment freiner? En fait, tu peux freiner en skate, soit avec ton pied. On va en parler de ça. On va en parler de ça. Fallait suivre. Soit en faisant un move qui s'appelle un power slide. En gros, tu dérapes et les roues elles sont à 90. Sauf qu'avec un sac de 20 kg sur le dos, c'est pratiquement impossible à faire ce genre de figure. Alors, avant que tu décrives tout ça, tu es parti d'où? Je suis parti de Osaka pour aller jusqu'à Tokyo et j'ai fait un énorme détour. Au lieu de couper directement, je suis allé par-dessus Tokyo pour aller dans la mer, enfin sur la rive. Excusez-moi, j'ai pas nagé en skateboard non plus. C'était pas du surf. Et après, je suis revenu à Tokyo. Donc, on en a à peu près pour 1000 km. C'était 968 km exactement. Ouais. Et ouais, c'est un peu plus qu'un Paris-Marseille. Un peu plus qu'un Paris. Je crois que c'est 800 Paris-Marseille, si je dis pas de bêtises. Et ouais, 755 à peu près. Ouais. Ok. Tu parlais aussi que tu avais un sac à dos de 20 kilos. Il y a quoi dedans? Parce que comment tu dormais? Ça c'est quelque chose. Hein. Ça c'est quelque chose. À la base, je comptais faire du camping, mais pas du camping sauvage. Moi, je voulais être légalement. T'as le droit de faire du camping sauvage là-bas? Interdit au Japon. Ouais. C'est interdit au Japon. C'est pour ça que je voulais vraiment montrer l'exemple du gaijin respectueux, parce que je parle je te coupe. Pour ceux qui savent pas, les gaijins sont les étrangers. Excusez-nous, désolé. Et du coup, les Kenshin. Ouais, les Kenshin le vagabond, c'est ça. Exactement. Et vu que je parle la langue, je voulais vraiment montrer aux Japonais que j'avais un intérêt pour leur culture, que c'était vraiment respectueux le fait de traverser le Japon en skate pour apprendre davantage d'eux. Et je voulais rien faire de irrespectueux, en fait. Donc, dormir dehors, c'était rédhibitoire. Sauf que je suis arrivé en mode, c'est comme en France ou dans d'autres pays, parce que j'ai déjà fait des road trips en Australie, j'ai déjà fait des road trips en Croatie. En vélo, en skate toujours? En voiture. J'étais pas fou comme ça. En fait, j'ai l'impression que plus je grandis, plus je deviens fou. Mais... c'est l'inverse normalement, mais ok. Et du coup, je me suis dit, ça va être comme dans les endroits. On arrive, on dit, j'aimerais dormir ici. Au mois de mai, il y a toujours des endroits qui sont libres. En France, on va dans n'importe quel camping au mois de mai. Tu peux avoir un emplacement où tu mets ta tente. Et donc, c'était ça de base. Donc, dans mon sac, j'avais une tente, un sac de couchage et un matelas gonflable que je gonflais en soufflant dessus. Ok. Voilà. Et j'avais des fringues. J'avais 4 caleçons, 4 paires de chaussettes, un pull et 2 jogging, 3 t-shirts. Ok. Autant de roues que de slip, tu vois, le mec. Exactement. Le strict minimum, parce que même avec ça, c'est lourd. J'avais 20 kilos, j'avais mon matos pour filmer, le trépied, tout ça. Et j'avais un savon pour laver mes fringues à la main, vous voyez? D'accord. Voilà, donc le but c'était vraiment d'être le strict minimum. Ouais, et du coup, combien... Quand t'as commencé à faire ton projet, tu t'es dit, ok, Osaka, Tokyo, est-ce que tu avais prévu un certain nombre d'étapes ou est-ce que tu y allais vraiment YOLO et à partir de quel moment tu t'es dit, oups? Alors... Le premier, parce que j'imagine qu'il y en a eu plusieurs.
En fait, je vais être complètement honnête avec vous, je suis allé au Japon 3 semaines avant de faire le road trip en skate. J'avais prévu de rester au Japon 2 mois. Donc je suis allé avec ma famille avant. Et je comptais voir des créateurs de contenu là-bas. Et il y en a un qui m'a énormément aidé pour mon road trip, c'est Ichiban Japan. Je sais pas si vous connaissez. Guigui. Oui, Guigui. Tu connais Guigui. Voilà. Guigui. T'inquiète, C'est son petit nom. on a picolé souvent. Bravo à consommer avec modération. Et- hein. Et Ichiban Japan, en gros, il fait beaucoup de trips au Japon, de voyages, ce genre de choses. Et je lui ai expliqué le projet. Et je lui ai dit quel endroit cool je pourrais faire. Il m'en a dit 2-3. Il m'a dit, en gros, il faut que tu choisisses si tu veux plus voir ce genre de choses, ce genre de choses. Et vu que je suis fan d'animé, je voulais voir vraiment des lieux d'animé dans la vraie vie, quoi. C'est peut-être un peu stéréotypé, mais c'est ce que je voulais. Donc il m'a Ah non, c'est pas stéréotypé, c'est le but, Ouais. c'est notre vie quand même. Là. Ouais. ouais, un petit peu. Et du coup, j'ai essayé de faire vraiment des étapes en mode, ok, là il y a ça, là il y a ça, il y a là. Et je suis allé jusqu'au bout en construisant un petit chemin détaillé comme ça. Et à aucun moment t'as ressenti le doute. C'est-à-dire quand tu pars là et que tu commences à glisser, forcément à un moment donné tu dis mais qu'est-ce que je fais? Exactement. N'est-ce Et pas? je vais être honnête avec vous, Ouais. à tous les gens qui écoutent, tous les jours j'avais envie de tricher. Je vais être honnête, Mhm. tous les jours j'avais envie Fallait de prendre le tricher. train. Ouais, ou de prendre le bus ou de n'importe quoi. Ok. Il n'y a pas un seul jour où je me suis dit, ah, ça serait. Enfin, à chaque fois, je dis, ah, ça serait bien là le train quand même. Mais oui. Et je vous jure que je ne l'ai pas pris une seule fois. J'ai pas pris le bus ou le train une seule fois. La seule fois où je suis monté dans une voiture, je suis monté 2 fois dans une voiture, c'est parce que quelqu'un s'est arrêté, j'ai pas fait de stop. Ouais, est-ce que tu veux que je t'aide? Et ils ont insisté. D'eux-mêmes 2 fois différents. Ah ouais, non, Ouais. pardon, d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont arrêtés d'eux-mêmes. oui, C'est-à-dire que d'eux-mêmes. c'était des C'est- policiers. Non, non, C'est pas très japonais, normalement, ils c'est te laissent pas un très peu. japonais, ouais. mais c'est, en fait, c'est tout le. C'est ouf. Parce que j'avais un écriteau écrit en japonais derrière, je traverse le Japon en skateboard. Derrière mon Ah, sac. Très d'accord. lourd, voilà. Ok. Et Donc- tu mangeais à ta faim? Oh oui. Ah ça, par contre, c'était royal. Mhm. Le combini. Les petits déj au combini. Je faisais des lives tous les matins Ok. sur les plateformes. Et à chaque fois, les gens, ils pétaient un plomb parce que pour le petit déj, donc, faut savoir que je partais vers 5 ou 6 heures du mat parce que je me réveillais avec le soleil. Il fait déjà jour là-bas. ouais. Voilà, je me réveillais avec le soleil, Soleil parce que levant. vu que je dors dans la tente. Voilà. vu que je dors dans ma tente. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, en fait, j'avais besoin d'énergie. Donc je prenais 3 onigiri. Là-bas, ils font du poulet frit au combini. Je prenais du poulet frit. Je prenais. Tu peux réchauffer les plats au combini. Ouais, en plus. Ouais. Je prenais des Red Bull. Bon, en fait, je mangeais comme un régiment alors qu'il était 6 h du mat. Et les gens, ils pétaient un plomb. Est-ce que tu mangeais une fois par jour? Alors, Non. je mangeais énormément le matin. Ouais. Et le soir, je reprenais peut-être deux petits onigiri au combini. Et voilà. Dans le chat, il y a Shikadimaru qui, Oui. qui dit qu'il a suivi ce que tu as fait D'accord. et qu'il a saigné des pieds pour toi. Ah ouais, Ah ouais. frère. Ah non, mais les pieds, c'était. Ah non, non. c'était C'était ma horrible. question. Ah non, que toi t'as saigné des pieds, pardon. Ah ouais, mais oui, c'était. Oui, non, j'avais mal compris. Ah ouais, Ouais. mais je pense que même les auditeurs, ça a tellement Parce mangé que mes chaussures. t'as montré tes pieds à la Ouais, caméra. ouais. En fait, il y avait les descentes de montagnes. Le Japon, Ouais. c'est que des montagnes. Entre les villes, c'est que des montagnes. Donc c'est montée, descente. Et comme je vous ai expliqué, je pouvais pas faire des power slides, donc pouvoir D'accord. freiner avec la technique. Donc obligé de freiner avec mes pieds. Oh. Et les chaussures, j'ai eu un budget chaussures. Bah j'imagine, oui. J'ai eu 5 paires de chaussures pour 25 jours de road trip. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc en gros, la semelle, bah, vous voyez des dessins animés où Ouais. des fois on voit les chaussures, il y a un Ça trou dedans, ça fume. Ouais. Bah, c'était vraiment Ça ça. fait la même chose. Je touchais ma chaussure, elle était brûlante. Oh là là. Le pire, c'était une descente, la montagne des singes, ça s'appelle, près de Nagano. Ouais. Et ça, on arrive jusqu'à Kusatsu, qui est la meilleure ville de onsen au Japon. Je vous conseille vraiment Donc c'est d'aller là où il y a là-bas. des bains publics. Voilà, excusez-moi, c'est vrai. Non mais j'utilise tu des peux y mots. aller, je traduis. Ouais. Et ouais, vraiment, c'est vraiment une ville que je vous conseille. Et cette descente de Nagano, la montagne des singes, jusqu'à Kusatsu, la paire, elle était neuve. Elle était morte. Juste En une descente. en une descente, elle était morte. Ah oui. Voilà. C'était peut-être pas de la bonne qualité, si. Non, non, Relax. Non, c'était ma question au niveau La qualité des budget chaussures. mais, Ah. mais j'aimerais rebondir sur d'autres choses. Concernant ton road trip, la météo était comment en général? Ah. J'ai eu énormément de chance. Ouais. J'ai eu 3 jours de pluie Ouais. battante sur les 25 jours de road trip. J'ai eu Ah oui. énormément de chance parce que le Japon, c'est connu pour être un peu capricieux pour ça, justement. Et j'avais prévu le coup de ne pas faire au mois de juin, parce que le mois de juin, c'est la saison des pluies, il faut le savoir, au Japon. Donc n'allez pas au Japon au mois de juin, vraiment, c'est le pire moment. Et puis il va faire 300 degrés, donc. oui, c'est- vraiment. Et donc j'avais prévu de le faire au mois de mai, justement pour ça. Et ouais, il y a eu 3 jours de pluie. Ouais. Et, mais c'était les 3 pires jours. Je vous dis la vérité. Parce c'était- que
C'est un vrai typhon, quoi. Ouais, en fait, c'est plus du skate, c'est du surf. Ah. Voilà, clairement. Et j'avais je vous raconte pas, la caméra dans une main, le parapluie dans l'autre et le skate sous les pieds. Avec un sac de 20 kilos. C'est bien parce que c'est pas trop dangereux en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah, c'est sur là où je me suis fait arrêter par la police. Je peux bien le croire. T'es goofy ou régulier? Je suis goofy. Je suis goofy. Et donc, tu commences Osaka, forcément on pense à Hajime no Ippo. Ouais. Et c'est quoi tes animés et tes mangas références? Et quels sont les endroits où tu as été, où tu t'es dit, waouh, je vis ma vie de le personnage, quoi. Ok, bah j'ai commencé avec le village ninja, qui est dans la préfecture de Iga, et c'est le Koga no Sato. Vous voyez, Koga, vous avez la ref, c'est dans Pokémon. Ouais, je regardais pas, mais j'ai pas mal. Donc on commence avec ce village ninja, avec incroyable OST, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est incroyable. C'est Basile, boum. Basile, il a toujours le doigt sur l'OST. Bah oui. C'est mon manga préféré Naruto, faut le savoir, et je voulais absolument visiter un village ninja en vrai, et c'était le 3e jour de road trip ou 4e jour si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est un vrai village avec des vrais ninjas, c'est les seuls qui restent au Japon, il y en a 2 ou 3 encore de villages ninja. Et en gros, il y a des maisons piégées dedans. Avec, vous voyez les parchemins où il y a un trou derrière, un peu un passage secret. Il y a des trucs comme ça, c'était lancé de kunai, c'était vraiment des maisons super bien, vraiment très stylées. Et les ninjas, ils échangent avec toi, c'est pas juste tu te balades et tu fais ta vie, c'est vraiment, on t'explique un peu comment ça marche le ninjutsu. Et en fait, c'est pas des techniques, hein, attention. Alors qu'est-ce qui est dans dis-nous là, on fait une petite parenthèse, qu'est-ce qui t'explique? En fait, alors faut savoir qu'il y a une ninja qui m'a tellement apprécié mon road trip qu'elle m'a invité à manger après avec son fils et qu'on a mangé des soba ensemble. Ok. Et c'était incroyable. Donc ce sont des pâtes. Ce sont des pâtes, voilà, des pâtes faites de la farine de blé. Exactement. Et elle m'a expliqué que le ninjutsu, en fait, c'était pas le fait de faire des techniques, mais c'était le fait de se considérer comme une famille avec les autres ninjas et d'être toujours là, en gros, pour l'un pour l'autre. Ok. Et c'est ce qu'elle m'a expliqué. Et contrairement à ce que tout le monde peut penser, le plus important pour un ninja, je l'ai appris là-bas, c'est pas de combattre, c'est de fuir. Ah oui? Les ninjas, c'est des gros fuyards. Ouais. Le mythe. Faut survivre. Le mythe est explosé. En fait, vous voyez le Kagebunshin, le clone de l'ombre, la technique du clone de l'ombre. Et en fait, c'est vraiment la base du ninja. C'est ça, c'est de prendre des informations et de s'enfuir pour ramener l'information. Des espions, quoi. Exactement. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ouf que Kishimoto l'a fait ça, parce que la technique du clonage de l'ombre, c'est vraiment une technique faite pour prendre des infos, en fait. C'est ce qu'il fait dans Naruto après. Ouais. Quand il prend les infos, après il enlève le clone, et l'info, elle arrive à Naruto directement. Et c'est vraiment ça, en fait, la base d'un ninja. Attends, comment ils font? Parce qu'ils font pas de clones. Non, ils font pas de clones. T'es en train de me semer le doute, là. Ils mettent des postiches, on en a ici, tu vas essayer tout à l'heure. Mais tu vois, dans leur maison, en fait, à chaque entrée, il y a des pièges où tu tombes. Et en fait, c'est pour laisser le temps au ninja de s'enfuir. Et d'accord. En gros, le plus important pour un ninja, c'est de rester en vie et de s'enfuir. Et t'as des faux murs aussi. Et des faux murs, toutes les auberges dans les villages ninja, il y avait des faux murs, comme ça ils pouvaient espionner toutes les conversations partout. Bon, c'est moins cool, mais bon. Diff. Bon, 2 petites questions. Déjà, cette ninjette là. Alors, Kunoichi. On est d'accord que tu as dormi là-bas. Qu'est-ce qu'il va poser comme question? Tu commences. Je suis un homme pris. Je rigolais. Il n'y a pas de souci. Ma vraie question, c'est la finalité. Cette satisfaction, elle te donne envie de te relancer sur un nouveau challenge, ou après ça, tu dis plus jamais? Alors, je vais être honnête. Il y a des fois, ça m'est arrivé de pleurer pendant ce challenge. Je vous dis la vérité. Ouais, t'es tout seul à faire ça. En fait, ça faisait très peur, c'était de dormir dehors. Je vous dis, parce que c'est interdit de dormir dehors, mais il y a eu 2-3 fois que j'étais obligé de le faire. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai demandé aux Japonais autour de moi si ça les dérangeait pas. Par exemple, j'avais dormi sur une aire d'autoroute, et il y avait quelqu'un qui va appeler le dirigeant de l'aire d'autoroute, vous voyez, comme en France, comme il y a des aires, pour lui demander si je pouvais, en expliquant mon challenge, et il disait oui à chaque fois. Okay. Mais même ça fait peur en fait, parce qu'on dort dehors, on est à la vue de tout le monde. Moi je suis un peu heureux. Donc, non, mais s'il te dit non, tu fais quoi? S'il te dit non, c'est la galère. Hein, je sais. Bah, en fait, quand j'avais aucune solution, j'ai dormi dans des toilettes une fois. Ok. Voilà. Bon, après, généralement, elles sont propres les toilettes. Ah au Japon. Oui. Il y a même en fait, c'est une sorte de lit qui s'allonge. Ah bon? Ouais. Faudra dans les toilettes? C'est chic ça. Ouais. Oh, c'est incroyable. Ouais, il y avait une sorte de lit qui s'allongeait. J'ai mis mon matelas dessus. J'étais royal. Oh, t'aurais dû dormir que dans les toilettes. Ouais, mais non, parce qu'après c'est encore un peu irrespectueux. Ouais, donc c'était vraiment le dernier recours, quoi. Ouais. Donc c'était dur. Pour revenir sur la question, c'était dur. Donc
y a une partie de moi qui a pas envie de le refaire pour ce truc-là, mais j'aimerais le faire différemment. Genre, est-ce que je spoil la saison 2 comme ça là? Ouh, déjà il y a une saison 2. Fais un teaser, un petit Rollerblade, les gars. Qu'est-ce que tu penses pouvoir nous dire sans trop spoiler? Si je vous dis Alikate no Yume wo. Ok, on l'a. On l'a. Ouais, j'aimerais bien faire un truc comme ça, quoi. Ok. Voilà, là-bas, bien sûr. Alors, non, j'ai un fruit du démon, donc non. Ok, ouais. Ok, ça roule. Du coup, je voulais dire, au début de ce projet, tu t'es dit que c'était quand même pour rencontrer le vrai Japon. Oui. Mais tu t'es mis un handicap, c'est-à-dire que tu fais du skate. Et le skate, c'est pas l'ustensile le plus welcome au Japon, même s'ils ont des champions olympiques. Comment tu as vécu ça? Tu le savais? Ça a été une découverte? Je le savais. On m'a même dit le skateboard au Japon, c'est interdit avant que je le fasse. Je voulais tellement le faire que je l'ai fait. Et en fait, le skateboard, c'est interdit dans les villes. Mais entre les villes, ce n'est pas interdit. Tu peux en faire sur l'autoroute, mais pas dans l'air du parc, quoi. Non, pas sur l'autoroute, mais voilà, sur les nationales, on peut. Mais dans les villes, c'est interdit. Donc je faisais toujours attention de ne pas skater dans les villes parce que je me suis fait arrêter par la police plusieurs fois. Ouais. Et donc, en plus là-bas, les policiers, surtout les Japonais, on va dire, qui sont comme ça en général, c'est qu'ils ne cherchent pas à t'expliquer. C'est-à-dire que moi, vu que je parle japonais couramment, à chaque fois qu'on me disait non, je voulais leur demander pourquoi. Et en fait, c'était juste non, et tu écoutes et tu fais ce que je te dis, c'est tout. Donc, je faisais pas l'intéressant. Je remontais, je faisais le petit trick de Killua pour reprendre mon skate, vous voyez. Ouais. Et après, je marchais et je partais parce que je voulais pas me faire arrêter. C'est mieux. Mais oui, mais voilà. Et je voulais encore montrer que je respectais et que je voulais pas, voilà. Mais ouais, donc je suis parti avec ça en mode le skateboard c'est interdit. Mais par contre, les Japonais, quand ils voient arriver un gaijin, donc un étranger, en skateboard dans leur campagne, ils sont 95% du temps abasourdis et super contents. En fait, je pense que ce qui est très important, après ça va peut-être mettre un froid de dire ça, mais quand tu parles la langue, ça... Ah ouais, ok, c'est pas juste un mec qui va nous faire un truc bizarre, c'est... Ouais, voilà, on sait comment c'est au Japon. Ouais, c'est vraiment ça, c'est à partir du moment où ils me voient en skate, un peu dubitatif, ils me voient en train de parler japonais, ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, à chaque fois on m'a même donné de l'argent une fois. Ah bon? Alors que j'ai rien demandé, j'ai voulu leur rendre 1000 fois, ils ont pas voulu. On me donnait de l'argent, on me donnait à boire, à manger. C'est très congolais ça, quand tu farodes, tu donnes les billets. Ah ouais, je valide. Et du coup, apprendre le japonais, c'est le prérequis numéro 1 que tu donnerais? Après Willax, vas-y. Ouais, vraiment, apprendre le japonais, je vous conseille vraiment, après ça peut être une barrière, mais votre voyage, même si vous restez dans les villes, il va être décuplé x 10, même juste avec des petites bases, des petites bases d'adjectifs, umai, oishi, sugoi, des petits trucs comme ça, tout le monde les connaît en regardant des mangas au final. Ouais. Et si vous arrivez à construire des phrases avec ça, vous prenez peut-être, vous faites peut-être 30 heures de japonais. C'est pas énorme avant un voyage. Et ça décuple vraiment votre voyage x 10, vraiment. Willax. En fait, ton road trip, il me rappelle À la recherche du bonheur de Will Smith. Ah ouais? Parce que y a plein d'émotions. Tu vois, il y a l'émotion, de toute façon, tu recherches quelque chose en soi quand tu fais ce genre de quête. Et parce que tu disais qu'il y a des moments tristes, il y a des moments de bonheur et tout, c'est fort de fou. Mais ce que j'ai suivi, ce que j'ai vu... Ouais, on m'a mis un OST. N'oublie pas, c'est Basile, le doigt sur l'OST. Genre, j'ai l'impression de parler à Pain. Ah, Nagato. Mais il y avait aussi cette histoire d'easter egg. Des statuettes que tu retrouvais à chaque fois sur ton chemin. Tu sais, tu les cherchais et tu trouvais par exemple les statues de... les statues de... Si, il y avait des statues que tu trouvais... Tu les filmais en fait sur... Les statues de One Piece, c'était après. De One Piece et tout. C'était après. D'accord, je pensais que c'était pendant. Non, c'était juste après. Ok. C'est à Kumamoto, c'est tout au bout. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire. Il y a eu beaucoup d'easter eggs. Par exemple, à un moment, je suis arrivé dans une ville et il y avait un endroit où il y a des pigeons qui venaient sur les gens. Et ah ouais? On fait du skate avec toi? Ouais, j'aurais bien aimé. En fait, quand on est fan d'animé, le Japon c'est incroyable parce que tout devient une ref. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. Là, je me suis dit, mais là c'est Pokémon là. Là, on a des roucouls à foison et tout. Et tout le monde mettait ses bras. Il y a des pigeons qui venaient sur les bras de tout le monde. C'était fou. Et en fait, il y avait toujours des trucs qui m'arrivaient. Mais je pense que c'est parce que justement j'étais dehors et que quand tu fais 8 heures de skate par jour, c'est sûr qu'il va t'arriver quelque chose au final, tu vois. Et on s'arrêtait, on me donnait un truc. Des fois, je suis arrivé dans des festivals où il y avait, vous voyez, les gros festivals japonais là, avec les nourritures, les jeux, tout ça.
Et j'étais même pas au courant. Mais forcément, 8 heures de skate. De skate, ouais. Et je pense que même en France, c'est sûr qu'il t'arrive des trucs. Bah, après, c'est moins stylé. Ça peut l'être. Tu sais, il y a eu un petit truc. T'as teasé un petit peu la saison 2 en disant quelque chose. Eh ben, je voulais faire un truc, ouais. Et c'est Mastakila, là, sur le chat, qui nous demande. Masta Joker, pardon. Ok. Mastakila, c'est pas un rappeur. C'est un rappeur dans c'est un rappeur du Wu-Tang, ouais, voilà, ouais. pardon. C'est Masta Joker qui te demande si tu vas faire du vélo sur la glace comme Aokiji. Alors, il est très fort, Mastakila. Parce que ça sort dans une prochaine vidéo. Masta Joker, Mastakila, c'est un rappeur. Ouais, moi aussi, j'ai confondu. On change de pseudo. Figurez-vous que cet été, pour une vidéo YouTube, bon, elle est pas encore sortie, mais je peux spoil, y a pas de souci. J'ai fait du vélo sur l'océan. Comme Aokiji. Voilà. Ok, bah. C'est un vélo qui roule sur l'eau. Ok. Sur la mer, comme Aokiji. Elle sort quand la vidéo? Normalement, elle devrait sortir peut-être à la fin du mois. Ok, donc on a un petit teasing avant ça. Mais voilà. Mais ouais, et ça pourrait être intéressant aussi de. Donc, ça, c'est peut-être la saison 3 ou la saison 1,5. J'aimerais bien faire un road trip en France avec un japonais. D'accord, mais un japonais de France ou un japonais du Japon? Un japonais du Japon qui ne parle pas du tout français et aller dans les plus petites campagnes françaises, vraiment. À pied, à bicyclette Bicyclette, cette fois, parce que à pied, c'est long. Hein. Ouais, il assumera peut-être pas en skateboard. Okay. Il y a un truc que tu avais fait, toi, autour de ta ville, je me rappelle. Hein. Je me rappelle très bien. Très, très chaud. Non, lui, c'est toi qui es chaud. Lui, c'est nous. Vous savez qu'on a Rockly en personne, là. Vous rigolez, mais on a Rockly. On l'a vu. Alors, à la radio, ils peuvent pas voir mes sourcils. C'est vrai, sur le chat, vous pouvez voir. D'ailleurs, si tu veux faire un double salto. Alors, un salto, je suis pas sûr que ça. Comment ça va les disques au niveau des vertèbres? Tout va mieux. Ah, d'accord. Tout va mieux. Je n'ai jamais été autant en forme de toute ma vie. Ok. Je tiens à rappeler qu'il a fait un truc. Vas-y, ce mec-là, il a marché d'une ville à une autre. Sur les mains. Comme dans Rookies. C'est très grave de faire ce genre de truc. C'est très grave. Est-ce que ça vous étonne, ce road trip, quand tu vois ça la première fois? Si tu vois un youtubeur qui fait ça. Non, c'était quoi la distance des villes là? Mais peu importe la distance. Tu fais ça, toi, t'es malade. Genre, il est fou, lui. T'avais lu Rookies avant ou pas? Pas du tout, je sais même pas ce que c'est Rookies. Rookies, c'est un manga de baseball de Masanori Morita. Et un des mecs, justement, fait ce défi d'aller d'une ville à une autre en marchant sur les mains. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je pensais que t'avais lu. C'est qui a inspiré qui? C'est je spoil, il a abandonné, donc t'as fait mieux. Toi, t'as pas abandonné. Oh, ça fait plaisir. Et c'était quoi les deux villes? Vous connaissez l'Isle-Adam dans 95? Bien sûr. Et bah voilà. Je suis à Sergi, moi, donc je connais tout le 95. Ok. Bah voilà, c'était l'Isle-Adam. En fait, j'ai traversé toute la ville sur les mains, comme Rockly, comme le voilà. Okay. Donc c'était 2 km 5. Oh, bah, c'est déjà pas mal. 2 km 5, incroyable. Mais bon, franchement, pour vous dire la vérité, c'était beaucoup plus dur le skate. Ouais, le skate. Parce que ça a duré plus longtemps. Ouais, c'était très. Mais niveau fatigue, niveau perte de poids, niveau comment c'était? Les pieds. Ah oui, là c'est perte de sang là. Ouais. Les pieds, je vous jure que les cloques que j'avais chaque jour. Mais c'était dû à. T'avais pas les bonnes chaussures, non? Je sais pas si avec des bonnes chaussures. En fait, il faut savoir que je skate, comme je vous ai dit, 8 heures par jour. Ouais. Je pense que c'est la transpi, tout ça, ça joue énormément. Alors, vu que j'ai aucune préparation et que j'y suis allé vraiment en mode. Voilà, on again, comme on dit. Genre, j'ai rien préparé du tout. Je me suis dit, on verra bien. Et peut-être qu'avec une meilleure préparation, ça aurait pas fait ça si j'aurais fait des randos avant pour préparer mes pieds. Mais ouais. Et tu faisais caca dans les fougères. Non, j'allais dans les combini. J'allais dans les combini. C'est très propre. Ouais. Je pense que s'il a tout respecté au Japon, ça il l'a pas fait. Le gars il a dit il a respecté la ville. Toi tu dis alors. Val. Et du coup, tu nous as dit le meilleur onsen et tout ça, mais ton meilleur souvenir. Qui n'est pas forcément un lieu en termes de rencontre, ton meilleur souvenir, le truc qui t'a dit ouais, tout ce que j'en ai saigné, mais ça valait le coup. Et ben, c'est très bien qu'on rebondit là-dessus parce que je vais vous parler d'un concept japonais qui s'appelle Ichigo Ichie. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Shoya. Et c'est la deuxième personne qui m'a pris en voiture du coup quand je faisais du skate. Et cette personne, au lieu de juste me prendre en voiture et de m'amener à un point A, à un point B pour me dépanner, il m'a payé à manger. Il m'a présenté ses amis. En fait, on a passé la journée ensemble et c'était juste incroyable. Et en fait, du coup, il a rebondi sur ça avec... je lui ai demandé, mais c'est incroyable ce que tu as fait et tout. En fait, il m'expliquait, pour un japonais, c'est normal parce qu'il y a le concept de Ichigo Ichie qui veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, faut que tu prennes en compte que ça sera sûrement la dernière fois de ta vie que tu le verras. Et en fait, tu vas chérir ce moment comme si c'était la dernière fois de ta vie que tu le verrais. Donc, tu vas faire tout bien. Et ils le font même pas pour toi, ils le font pour eux. Pour eux qui fait le moment qu'ils ont avec toi là. Ouais. Donc en fait, tu peux penser que c'est super gentil, mais en fait, ils le font plus pour eux que pour toi. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que ça fait plaisir de faire plaisir.
Mais c'est ça qui est beau. Ouais, c'est incroyable. Ça tue. En plus, peut-être pour le blaze, il y a Ichigo dedans. Oh, Voilà. Quand il y a Ichigo, on peut toujours d'être pour le blaze. Ichigo. Trunky, tu restes avec nous Let's go. parce que c'est possible qu'on ait encore des questions à te poser en deuxième partie d'émission. Ok. On parlera aussi des méchants, de qui on se sent le plus proche ou qui nous touche plus particulièrement. Il y aura évidemment le Killer Beats de Diff. Il y aura le Nani de Val. Il y aura toujours les places de cinéma à gagner. Donc avec grâce à ADN, donc 5 fois 2 places pour assister aux 3 premiers épisodes de Dan Dadan. Et je peux vous le dire, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, on est partenaires. Donc c'est-à-dire que devant le cinéma, quand vous allez voir l'affiche de Dan Dadan, et bah il y a Yatta qui est marqué sur l'affiche. Yeah. Là tout en bas avec les autres. Et ça c'est beau. Et ça, c'est beau. Voilà. Allez, on y va pour la deuxième heure de Yatta, le Killer Beats de Diff, les méchants dont on le sent le plus proche. C'est ce qui va arriver dans la deuxième heure. On va évidemment commencer avec Valentin. Mais avant, Valentin, que je te lance sur le Nani qui va durer à peu près une demi-heure, je vous rappelle que la semaine prochaine, on fait une émission spéciale My Hero Academia. Vous avez une semaine pour vous mettre à jour. Il y aura Ahmed de Kiyun qui sera avec nous. Déjà parce que My Hero Academia, c'est chez Kiyun, et parce que Kiyun fête aussi ses 20 ans. Je vous rappelle qu'il y a un événement My Hero Academia au Café de l'Homme, en face de la Tour Eiffel, au Trocade Héros. Il y aura des planches du manga, une expo, il y aura une interview inédite d'Orikoshi, donc l'auteur. Il y aura plein de goodies, plein de choses à voir. C'est du 14 au 15 septembre. Je vous rappelle aussi qu'avec ADN, on fait gagner des places pour aller voir les 3 premiers épisodes de Dan Dadan, dont vous verrez que Yatta est partenaire. Pour gagner les places, c'est très simple. Vous allez sur le Twitch. Et là, faut voir avec Face. Alors, je vous garantis pas que c'est facile à négocier, mais en tout cas, si vous voulez gagner, c'est là-bas. Et je termine avec le fait que des lots à gagner vont arriver grâce à nos copains de Japan On Demand, des figurines, des goodies, des mangas. Dès que tout est carré, dès que on peut lancer tout ça, et bah évidemment, je vous en parle. Et encore avant de te lancer, mon cher Val, je sais que t'es pressé, mon Willax, parce que t'as un métier de DJ. Oui. Pour de vrai. Ouais, et avant de te laisser partir, comme en deuxième partie, on va parler des méchants qui nous touchent le plus ou de ceux qui on sent le plus proche. Est-ce que tu peux nous dire le tien rapidement et en 1 ou 2 phrases avant de partir, nous dire pourquoi? Est-ce que tu peux nous montrer sur la peluche où il t'a touché? Il m'a touché en plein cœur. Ghetto Suguru. Avant ou après le... Avant. Avant, tu sais, ouais. quand il soutenait le plasma stellaire aux côtés de Gojo quand il était jeune, et ben, il a été déçu d'être trahi par c'est comme si c'était... c'est parce qu'il a choisi une autre voie aussi. Non, avant il ça. Il est resté en train. Ah non, oui, c'est vrai. Non, c'était avant. Oui, justement, pardon, oui, c'est vrai. En fait, c'est, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, rouler dans les règles avec son permis et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu roules en règle et tout, t'es bien. Il avait un pouvoir dégueulasse aussi. Il avait un pouvoir dégueulasse, c'est une réalité, c'est vrai. Même s'il avait un pouvoir dégueulasse, ça arrangeait tout le monde qui puisse avaler des fléaux pour d'autres. Donc ça le dégoûtait, mais il le faisait, tu vois. C'est-à-dire, il le fait pour les autres qui ne pensaient pas que c'était des primates. Mais sa pensée négative est venue après cette trahison. Ils ont tué une jeune fille qui devait sauver un culte en fait en soi. C'est vrai. Et il s'est rendu compte que les humains en fait n'avaient pas de cœur. Et parfois, je ressens ce genre de choses. Le manque de cœur des humains. Le manque de cœur des humains, le manque de cœur des... Mais à travers, peut-être en grandissant, des fois, le climat politique ici, il y a ce côté où des fois je marche dans la rue. Dans le côté mais c'est trop tard pour moi. Genre, je suis déjà. Oui. Écoutez les gars, je bosse à Move. Tu sais, c'est trop tard. Mais tu vois, son choix, le choix d'aller choisir une voie et l'autre, sachant qu'il a été un peu aussi influencé par son ami. Ah, bien sûr. Son ami qui lui a demandé, après avoir récupéré le corps du plasma stellaire, il lui a demandé, on les tue avant de partir, on tue ces humains quand même qui sont sans pouvoir, qui ont commandité ce meurtre, et lui, il ne choisit pas cette voie. Ça veut dire qu'il a quand même eu la raison de se dire, c'est trop facile. Non, mais finalement, ça l'a tellement hanté, et parfois ça me fait ça, moi, quand... Je sais pas, je me fais arrêter injustement des fois, tu vois. Enfin, c'est bête, mais des fois, c'est d'injustice. Après 2-3 gardes ça à me vue. hante et je me dis, en regardant mes
mes pieds sans crème dans la garde à vue, en train de, tu vois, je suis même pas en dégrisement, je suis gris. Je suis là, je me dis pourquoi moi, bref, et je me suis fait des fois enlever mon permis pour des trucs idiots, Okay. hein, genre. C'est bête, mais parfois ça me fait ressentir ce truc de. En fait, j'ai envie d'être dans l'illégalité, mais je le fais pas. Oui, mais tu le fais bien. Ouais. Ce manga me rappelle, enfin, tu vois, ce mec-là me rappelle que parfois tu peux basculer pour des raisons assez valables, parfois, tu vois. C'est vrai. J'ai envie de dire heureusement qu'il a eu son Mac Morning, hein, sinon on serait foutu. Ouais, this is la peste. Willax. Yes. Pour ceux qui veulent sortir ce soir sur Paris, c'est où qu'on te retrouve? Alors là, c'est à la Barba Negra. D'accord, donc c'est une péniche. Hein. C'est une péniche pour l'instant, et après, ce sera au rouge. Un peu plus tard, là. Pour l'after l'afterwork. L'after-soirée. Ouais, il y a une soirée au rouge avec Muxa demain. Oula, le son va être fort. Ouais. Mais ouais, le son va être fort. C'est Fellas Music. On sera au rouge et avec plaisir, ouais, totalement. Merci mon cher Willax. Yes, et je vous dis à bientôt. Bonne émission. Bientôt, merci allez, à vous, bisous. les gars. Ciao. Tu vas manquer un peu. Un peu. Avant qu'on reviendra tout à l'heure évidemment sur les méchants qui nous touchent particulièrement. D'ailleurs dans le chat, vous pouvez évidemment laisser vos méchants favoris ou qui vous touchent. Ou qui vous sentez le plus proche. Mais avant tout ça, mon cher Val, c'est le premier Nani de cette nouvelle saison d'Yatta. Est-ce que ça va durer une demi-heure ou pas? On ne sait pas encore. Probablement. Et de quoi tu nous parles cette semaine? Eh ben écoute, on pourrait croire que ça a été fait exprès, parce qu'avec le dernier mix de l'ami Willax, on a eu du Jojo, comme vous l'avez reconnu, oui. et aujourd'hui je vais vous parler de Hirohiko Araki, l'homme qui a créé le Jojoverse. Noni. Et ouais, alors bon, ça va pas vous surprendre, hein, comme beaucoup de mangaka, Araki Sensei aime dessiner depuis qu'il est tout petit, et un aléa familial l'a poussé à dessiner encore plus. En fait, il s'est retrouvé un petit peu isolé parce qu'il a 2 petites sœurs qui sont jumelles. Et comme tous les jumeaux, il y a un lien, et donc elles l'ont un peu mis le grand frère à l'écart, tu vois. Donc, par exemple, elle lui faisait des petits coups de Trafalgar, pas Trafalgar, Trafalgar Dilo. Didio peut-être d'ailleurs. Trafalgar Square pour ceux qui sont en Angleterre. Quand il rentrait de l'école, la mère avait déjà préparé 3 goûters. Les 2 sœurs cavalaient, boulottaient les 3 goûters, cachaient tout en mode non mais il n'y avait pas de goûter, tiens va bouffer un vieux gâteau sec qui traîne dans la cuisine, tu vois. Et tous ces genres de petits trucs, après qu'il s'est à la maison, il s'est retrouvé un petit peu isolé, donc il a dessiné encore plus, il s'est plongé dans les livres. Son père avait une grande bibliothèque de ouf, et il dessinait en cachette, parce que là encore ça reste un truc pas forcément très très bien vu, et un de ses potes au collège lui dit waouh, tu dessines trop bien, tu devrais faire mangaka. C'est là où il se dit ok, why not, j'ai un but, et donc il continue à faire un manga cette fois-ci, donc c'est plus juste des dessins, il fait vraiment une histoire, là toujours en cachette, et il se dit ok, je vais tenter, je vais envoyer mon truc. Il se dit c'est pas encore mûr, pendant 5 ans il charbonne, et à l'âge de 15 ans il dit ok c'est bon, il envoie son premier projet. Tous sont rejetés. Tous les éditeurs répondent même pas. En plus, à l'époque, si tu ne donnais pas ton enveloppe pour qu'on te renvoie tes storyboards, c'était à la poubelle que ça finissait. Donc, il se dit ah putain, c'est nul, il sait pas ce qu'il se fait. Sauf que, je vous rappelle qu'on est un petit peu il y a longtemps, une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Presque les moins de 40, hein. Peut-être, ouais, ok, d'accord, donc les gens plus jeunes que moi n'ont pas connu. À cette époque, il y a 2 bangers absolus qui sortent, Muscleman et Video Girl et Wingman. On en a parlé un petit peu, des trucs de vieux. Et en fait, les 2 auteurs de ces mangas ont 15 ans. Ouais. Et donc là, il se sent un petit peu vexé. Il n'en fallait pas plus pour... Et ouais, la flamme, il l'avait, le jeune Hirohiko. On est il se dit, on me répond pas, bah vas-y, Balek, il prend son skateboard, probablement. Non, il prend le train, il va à Tokyo, 4 heures de voyage, et il va chez un éditeur pour montrer son truc et avoir un feedback en direct. Et du coup, Hubert, à ton avis, chez quel éditeur il est allé? Ouais, c'est pour Shonen. Donc, je vais dire la Shonen Jump, donc Shueisha. Eh bah, tu vois, c'était le piège. Je pars en congé quelques vacances et t'oublies que je suis un gros bâtard qui fait que des pièges. Donc, c'était un piège. Non, il voulait aller chez Shogakukan parce que c'est la meilleure maison d'édition à l'époque. Hein, le Shonen Sunday, Mitsuru Adachi Forever, Major aussi, hein, qui vient de là. Non, surtout, en fait, il voulait aller à Shogakukan, qui est la maison mère de Shueisha. Hein, et juste, il a vu la taille du bâtiment. Il a fait ah ouais, non, je peux pas rentrer dans ce bâtiment. Il a été dans la maison d'édition, la porte d'à côté, qui est Shueisha. Qui était plus petit, et tu vois, petit truc comme le hasard de la vie fait que il rencontre un éditeur, il lui montre son truc, et l'éditeur dit ok, il lui fait ah mais ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. T'es nul, voilà t'es nul, nul.
Et voilà, c'est comme ça qu'il l'a vécu. Hein. Il le raconte vraiment, genre il se dit, chaque nouvelle page tournée, il déprimait encore plus. Et à la dernière page, il fait, bon, bah, c'est pas trop mal quand même. Alors tu vas corriger ça et ça dans 5 jours et on soumet. Et donc là, il fait ah ouais, donc il est passé quand même il vient de se faire gifler pendant une demi-heure. Ah ouais, ok, bon, on y va. Donc, et il soumet son truc 5 jours plus tard et il gagne un prix au concours Tezuka, c'était Busso Poker. Il est fini second et là, donc il a 20 ans et, et on lui dit reviens maintenant, tu vas pouvoir faire ces trucs. Et à l'âge de 20 ans, il publiera sa première série. Et donc il publie plein de petites histoires quand même, ce qui est assez marrant à noter aussi, c'est que Araki est un des premiers mangaka qui a été traduit en anglais. La division anglaise de Shueisha, Viz Media, a publié Araki dès 1984. Là aussi, un truc de vieux. J'ai beaucoup de références de vieux. Et c'est à ce moment-là, en 84, quand il commence à être distribué un petit peu partout dans le monde, où il se dit « Ouais, je vais trouver mon propre style » et qui fait ce dessin si particulier du traitement des muscles avec des personnages un petit peu même androgynes. Et à ton avis, Hubert, pourquoi et comment il a été chercher ce style? Vu que je me trompe à chaque fois, je donne ma langue au chat. Et ouais, non mais celle-là, franchement, si tu l'as pas, tu peux pas la deviner. C'est un truc de ouf. En fait, il est parti du principe que si tu voulais être un mangaka qui perce, il fallait que quelqu'un qui voit quelqu'un en train de lire ton manga, même à 10 mètres, dise « Hey, ça c'est du Toriyama, ça c'est du machin, ça c'est du bidule ». Donc il a dit « Il faut que mon dessin soit distinctif et qu'on puisse l'identifier à 10 mètres ». Et c'est avec cette réflexion-là qu'il a trouvé son style. C'est un truc de malade. Et on peut parler un peu de chiffres. Vous aimez les chiffres dans Yata? On est à combien de ventes à ton avis pour le JoJo Longoverse? 100 millions? Ouais, un petit peu plus. Là. Au dernier comptage officiel, on a dépassé les 120 millions de ventes en 2022 pour les 35 ans de la série. Sur les dates anniversaires, souvent, ils donnent des chiffres et ça tombe bien parce qu'on a une demande, on les veut, les chiffres, on aime ça, on les kiffe. Et ça, c'était pas évident pourtant à ses débuts. Parce que le comité éditorial, quand ils ont vu Jojo, le pitch, ils ont dit un héros qui est un gaijin, on en parlait, un étranger, waouh, ça va pas marcher, on n'en veut pas. Et lui, il avait été inspiré par le livre de Steinbeck, À l'Est d'Éden. Il voulait absolument que ça soit l'histoire d'un étranger, d'un occidental même qui se balade à travers le monde. Et il a insisté, et l'histoire lui a prouvé raison. Et je vous l'ai dit, en début de chronique, il kiffe dessiner depuis qu'il est tout petit. Ouais. Hubert, à ton avis, quelle est son plus grande inspiration? Et je te dis, c'est un artiste très grand public. Là, on parle d'art, pense tableau. On parle d'art, pour coller un peu au style de Jojo, un peu au style d'art. Salvador Dali? Ouais, bon, là, c'était un piège un peu mal posé parce que la réponse est bonne, mais c'est pas sa ref numéro 1, c'est évidemment une ref. Et d'ailleurs, tu vois toutes les horloges fondues sur plein, notamment les couves, les couves de Jojo. Donc tout ça, oui, c'est du Dali. Mais en fait, lui, c'est Paul Gauguin, son artiste préféré. Et parce que dans la bibliothèque du Daron, il y avait un artbook de Paul Gauguin et le jeune Araki bavait dessus, il s'est entraîné à le refaire et tout. Et c'est un truc de dingue. Pas mal, non? C'est français. Et ouais, parce que Paul Gauguin, pour les jeunes, c'est un auteur, un artiste français, les gars. Ouais. Et pour rester sur la France, Araki est un des premiers mangaka à avoir fait des collabs avec la France, dont notamment le musée du Louvre. Et ça a ouvert une collection manga made in Louvre qui lui ont commissionné de faire un manga qui se passait au Louvre. C'était la seule contrainte, c'est de faire ça. Après, il y a eu Taiyo Matsumoto qui en a fait et tout. Donc il y a le Louvre qui a lancé une collection de mangas avec des mangakas qui parlent du Louvre. Et c'est un truc de ouf. Et voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu Rohan au Louvre, le personnage. C'était pas arrivé par hasard. Et il a fait plein de collabs, Araki. Il a été le premier à faire une collab avec Gucci, Balenciaga, LG, les gars, il y a un smartphone Jojo qui est sorti, Mercedes-Benz, Seiko. Ouais, je peux vous dire, le mec, il a ouvert la porte à tellement de monde, parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a des sauces Jujutsu Kaisen chez McDo. Araki a ouvert des portes partout, a fait en plus des collabs super inspirantes et super originables. Et si vous n'avez pas lu ou regardé le dessin animé Jojo Bizarre Adventure, bon, je ne saurais que vous le recommander. Cette chronique est sans spoil, mais vous allez voir qu'en fait, plein de choses qui sont dans Jojo sont repris dans des mangas d'aujourd'hui. Sur les poses iconiques, il y a des refs partout. Allez, deux petites inspirations de refs données à Araki. Save the cheerleader, save the world.
Et ouais, donc encore une fois, pour les moyens vieux, vous avez reconnu la série Heroes. Et tout ça, c'est complètement inspiré de Dio dans Jojo Bizarre Adventure. Je savais pas du tout. Et bah ouais, c'est ça. Hiro Nakamura. Exactement, Hiro Nakamura, c'est complètement inspiré. Pas la chanteuse, attention. L'acteur est super fan. Pour trouver son blague. Et le dernier fun fact de ouf, celui-là, il est gueudin, tout le monde va être en mode Nanu. Et ben sachez que en Thaïlande, les candidats du parti progressiste MFP ont utilisé Jojo en référence pour leur poster de voter pour nous. Et ouais les gars, ils ont tapé des Jojo poses, c'est un truc de malade, incroyable. Et d'ailleurs Hubert, si tu regardes le chronomètre pour ma première chronique de l'année, j'ai fini on time. Oh là 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 là, bravo. Bravo, mais est-ce que tu as une réponse à ma seule question? Est-ce que Joe Star des NTM s'est inspiré de Joe Star de Jojo Bizarre? Pourquoi tu lui demandes pas? Alors faut que tu lui demandes en direct, mais vu la concordance des temps, je dirais non. Mais toi tu penses que non? C'est 84 que ça a commencé. Ouais, mais je pense que Joe Star n'avait pas lu. Premier album NTM, c'est quoi? Moi je suis sûr que Joe Star a lu Jojo Bizarre et c'est pour ça qu'il s'appelle Joe Star. Bah ça serait mortel, mais il aurait été un des pionniers lecteurs. C'est en un seul mot, Joe Oui, Star. mais il a fait son pimp, son bail, tu vois. Et pour dire, il y a une référence sur. Je suis pas très fort sur Jojo. J'ai regardé. Je sais la saison, celle en Égypte là. La 3. Ouais. Celle-là, je l'ai regardée, j'ai beaucoup aimé, mais après le reste, j'ai pas forcément tout accroché. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup. Steel Ball Run, gars, Steel Ball Run. Il n'y a pas encore un animé, malheureusement. Dans Gintama, quand Gintoki, en fait, il a peur des fantômes. Et en fait, pour ne plus avoir peur des fantômes, en fait, il se dit que devant lui, ce sont des stands, comme dans Jojo, et c'est super drôle. Et si vous regardez même au-delà de ça, le gagnant d'il y a 2 ans du World Cosplay Summit, donc le concours international de cosplay, ils ont fait des Jojo, et justement, il y avait un personnage qui faisait le bonhomme et un autre personnage qui était déguisé en stand. Et ça fait des chorégraphies de malade, c'est incroyable. Ah, mais c'est énorme au niveau de la pop culture. Merci mon cher Val. Merci le Val. C'était fabuleux. Très, très lourd. Bang, bang. Tu m'avais manqué. Vous aussi. Oh, c'est gentil. Trunky. Oui. Est-ce que vous avez encore des questions sur son périple au Japon en skate, ou est-ce qu'on passe directement à autre chose? Valentin, t'as encore des questions? Ouais, j'avais une autre question justement. Alors, pour les gens qui ne sont pas forcément japonophiles et qui font pas de skateboard, le tourisme... Japonophile ou japonophone? Japonophone. Je sais pas, ça dépend, c'est pourquoi. Les gens qui ne parlent pas japonais, couramment en tout cas, et qui veulent quand même faire du tourisme d'animé et de manga, c'est quoi les 2 spots que tu recommandes le plus, et en zappant les Akiba et tout ça, vraiment En fait, ça dépend du manga que t'aimes au final. Parce que déjà, le truc que je recommande, c'est Hajime no Ippo. Voilà, notre producteur Face est un grand fan d'Hippo, donc je suis pas allé voir la salle de muscu Hajime no Ippo, malheureusement. Excuse-moi, on appelle ça un hippofan, hippopofan d'ailleurs. D'accord, continue. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Moi, ce que je recommande, c'est que si vous y allez si vous êtes 3, prenez une voiture. Vraiment, en fait, il y en a beaucoup qui se butent par rapport au fait qu'on conduit à gauche et qu'il faut traduire le permis. Le permis, il se traduit à Tokyo directement en 2 heures. C'est réglé. Okay. Si vous y allez tu peux pas le faire avant, ça? Vous pouvez le faire avant, mais si vous êtes sur place, en 2 heures, c'est réglé. Si vous y allez à l'ouverture, sinon c'est 4. Mais en vrai, c'est pas très cher, je crois, c'est 20 €. Traduction de permis, et rouler à gauche en 10 minutes, vous êtes habitué, vraiment. Donc moi, c'est vraiment ce que je conseille, parce que vous allez pouvoir voir tous les lieux que vous voulez voir, surtout pour les statues One Piece, parce que il y a beaucoup de fans de One Piece ici, j'imagine. Et ce truc-là, en train, c'est une galère sans nom. Impossible pratiquement. Pourquoi? Parce que t'arrives pas au bon endroit? En fait, les statues, elles sont dispatchées à 100 km à la ronde. Ah oui, d'accord. C'est comme si elles sont à Paris. Sauf qu'il y en a une à Versailles, il y en a une à Charles de Gaulle, c'est la même chose. Parce qu'elles ont été construites pas en même temps en fait. Ils ont fait la première à côté de la mairie de Kumamoto, dont est originaire Eiichiro Oda, et plein d'autres mangaka. D'ailleurs, on pourrait faire un ani sur Kumamoto, place forte du manga. C'est pas c'est toi. Hein. Et donc ils ont fait cette première, et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu un succès de ouf. Mais genre, c'est devant la mairie. Et la mairie japonaise, c'est pas la mairie de Paris là-bas, tu vois, c'était pas un lieu touristique. Et d'un seul coup, il y a plein de gens qui sont venus faire des photos. Et là, ils se sont dit, ok, on va faire les autres. À partir du moment où ça devient un projet, faut négocier. Donc, c'est des trucs, c'est un temps long de négocier les droits, de pouvoir le faire. Et ils se sont dit, si ça ramène des touristes, autant faire prospérer toute la région. C'est exactement ça. Et moi, ma dernière question, c'est quand je prends mon téléphone et que je veux voir tout ton périple en skateboard, là, je dois cliquer quoi? Il est incroyable, Diff. YouTube, Trunkizu,
Kizu. Il y a la vidéo longue. Ok. Sinon, si vous voulez voir tous les petits la épisodes. La vidéo longue qui dure environ combien de temps? 25 jours. Ouais, 25 jours. Elle dure 50 minutes. 50 minutes, il y a la ninjette et tout dedans. Ah, il y a tout. Ok, ça roule. Il y a tout. Il voulait voir en fait, pose les vraies questions tout de suite. Pose les vraies questions tout de suite. De toute façon, elle est masquée. Ok, oui, c'est ça qui En vrai, elle est démasquée. Ah bon? Oui, au restaurant, elle a enlevé son masque. Ok. Voilà. Heureusement qu'on n'est pas dans les Chevaliers du Zodiac. Allez sur YouTube, il y a la ninja. C'est pas la ref, malheureusement, je suis désolé. Alors du coup, dans Saint Seiya, en fait, quand ce sont pas des ninjas, mais bon, quand une combattante, tu vois son visage, quand elle a pas son masque, et bah tu dois l'épouser. Oui, Marine. Marine et Seiya. Ok, très bon à savoir. Voilà, tu sais au cas où, pour plus tard. Ok. Et bah du coup, vivement la saison 2. Let's go. Donc, ça va se préparer, vous en faites pas. Normalement, tu dois faire du tricycle sur l'eau. Voilà, c'est ça. Ça va être long aussi. Ouais, ça va être super Le tour dur. de l'Australie, ça va être long. Ouais, surtout si on va à Okinawa, tout ça, là. Si tu passant par Okinawa pour aller en Australie, ouais, c'est long. Ouais. Ok, baby. Ça marche. Du coup, tu reviendras évidemment pour la saison 2. Et même plaisir. avant, tu es ici chez toi. Plaisir. Je vous en parlais tout à l'heure, pendant l'introduction, les méchants dans les mangas, mais on va parler de ceux dont on se sent le plus proche, et j'ai du mal à le dire. Alors j'entends par là ceux dont on comprend la réflexion. Je ne dis pas ceux dont on est d'accord avec le geste. Ouais. Pas du tout pareil. Oui, on peut comprendre sans dire ouais c'est bien. Évidemment. Voilà, Ouais. on est d'accord. Eh ben écoute mon cher Diff, j'ai envie que t'ouvres le bal, même si Willax en a parlé tout à l'heure. Vas-y, j'ouvre J'ai le envie bal. que t'ouvres le bal, toi un méchant dont tu comprends en fait la démarche. Parce que pour introduire mon introduction, C'est souvent qu'on fait. pour introduire qu'on mon fait, introduction, ouais. moi à la base, il y a un héros que j'adore, un protagoniste, antagoniste, tout mélangé, Ah, il est les deux. qui est pas dans les mangas déjà. J'introduis un. Vas-y. C'est Dexter. Tu D'accord, vois, oui. tu vois. Dexter qui a une Il enquête sur ses propres crimes. il enquête sur ses propres crimes et en fait il a une addiction Oui. au sang et il a besoin de tuer. Oui. Tu vois, et comme il a cette Avec un addiction, grec. et il s'est implanté une discipline où il dit ok, je vais tuer, mais tuer que des méchants. Voilà. Tu vois, donc il tue que des méchants selon ses enquêtes, Je vois parce où que voilà ce que je veux dire. Et donc en vrai, celui qui se rapproche plus de Dexter dans les mangas et animés que j'ai regardés, ben c'était Kira. Kira, donc Light Yagami. Exactement. Dans Death Note. Ok. C'est-à-dire que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On est d'accord? Donc si tu te pavanes tranquille, tu trébuches et tu tombes sur un cahier, et ce cahier te dit que si tu écris un nom dedans, tu peux tuer quelqu'un, eh ben, il faut que tu trouves un système pour réguler les choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, Donc ça veut dire que tu ferais déjà la démarche de tuer des gens. on est dans un manga. On est dans un manga. Tu vois, On est dans un manga. On est dans un manga. Donc en fait, tu dois forcément faire quelque chose, tu as trouvé le cahier. Et comme je t'ai dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais. Donc lui, il s'est dit, si on m'a donné ce pouvoir-là, il faut que je fasse quelque chose. Donc dans ce cahier carnet-là, Ouais, carrément. il va pas inscrire des noms d'antagonistes de manga. Non, ça marche. Ce serait incroyable en vrai. Hein. Il changerait beaucoup de mangas. Hein. Tu vois, oui, c'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? C'est incroyable. Donc il s'est dit, bah écoute, je vais mettre tous les méchants que je vois à la télé, qui sont en prison et tout, nan, nan. Comme ça, je vais inspirer une crainte pour quand tu fais du mal, tu crèves. Voilà. Tu vois. Et donc il s'est dit, c'est ma voix, c'est mon Son indo. C'est mon indo. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Il est investi d'un rôle selon son destin, d'après lui, tu vois. Et en vrai, je peux le comprendre parce que, comme je le disais tout à l'heure à Valentin, on juge un homme à son comportement quand il a le pouvoir. C'est vrai. Tu vois. Et en fait, il s'est retrouvé avec un pouvoir absolu. Oui. Oui. Et, Ah là, c'est sûr. Et Ouais. le pire, c'est que ça a marché en fait. Parce qu'on voit une ellipse après dans Death Note au milieu du manga, et ça a vraiment marché sa stratégie. Exactement. La criminalité, le taux de criminalité a baissé de fou, quoi, de la moitié. Tout a baissé. Ça veut dire que C'est- tout le monde avait peur du dieu Kira. Et en vrai, ouais, on va dire que il s'est pris pour un dieu et c'est ça qui a fait brûler ses ailes. Il a créé un monde à son image. Mais il a créé un monde sans criminalité où les gens se disaient Pratiquement ah plus, ouais. attention, si t'es méchant, Kira va te tuer. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est quand même un manga qui est magnifique. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a même trouvé
des détectives capables d'enquêter sur un tueur qui a un carnet magique. Est-ce que, du coup, et je vous le pose à tous les trois, et même dans le chat, est-ce que, du coup, Light Yagami, ou Kira, comme on veut, c'est pas l'enfer est pavé de bonnes intentions? C'est pas exactement ça. Je pense pas. Je pense qu'il est foncièrement égoïste et égo trip, parce que quand il accepte de devenir Dieu, il le revendique même dans son truc. Il se croit, et avant d'avoir le carnet, il se croit et il se sait supérieur, parce que c'est un premier de la classe. C'est le meilleur lycée du Japon. Il est factuellement le premier de la classe. Ouais, non, du Japon. Oui, du Japon. Ouais. Oui, mais justement, quand tu as ce syndrome de Napoléon, parce que pour moi, il est prétentieux, il juge tous les autres, il est hyper méprisant envers les autres. Et c'est ça qui lui permet de se détacher et de tuer des gens, parce qu'il considère tous les autres comme des insectes. Donc je vais pas le glorifier. Il a trouvé une bonne manière qu'on dise pas que c'est juste un salopard, mais ça reste un mec qui est hyper froid et qui méprise les humains. Tranquille. Ouais, je le rejoins là-dessus, en fait. C'est que la cause est noble en soi de vouloir sauver le monde, parce qu'en vrai, il veut que tout le monde soit dans la sécurité, tout le monde se sente bien. Mais quand on voit son comportement avec Misa, avec son daron, son père, qui le laisse... Voilà, on sait. Oui, on sait. C'est en 2006, on peut spoiler. Oui, voilà, quand il laisse son père mourir pour récupérer le cahier, au final, il l'a même pas. Ouais. Avec son autre conjointe, je sais plus comment elle s'appelle. La journaliste, là, je sais plus son nom. Mais en fait, si il avait juste, hein, c'est un gros mot pour tout ce qu'il fait. On est tout dans l'hypothétique. Voilà, en mode, il veut sauver le monde en tuant des criminels, et il fait juste ça. Bah, là, on pourrait vraiment le comprendre. Mais avec tout le comportement qu'il a à côté, avec les gens, il vraiment, comme il disait, hein, il les écrase, il s'en fiche ils meurent ou ils vivent, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est peut-être aussi quelque part un mal-être d'être trop au-dessus. Si on regarde bien aussi, tous les antagonistes, ils sont souvent trop forts, trop intelligents, et ils cherchent quelqu'un avec qui rivaliser. Il a une frustration. Ils s'ennuient dans un monde où ils sont au-dessus de la masse. En fait. Et puis il n'a pas d'amis. Hein. Ben, prends un skateboard et fais le tour du Japon. C'est pour ça que la relation qu'il a avec elle, et ben, c'est pour ça que on sent que là, il s'amuse pour de vrai. Et je suis certain qu'il avait un vrai respect pour elle. Mais tu vois, il avait peut-être une petite pointe d'amitié. Tu vois, là, tout s'aligne. Tu sais pourquoi tout s'aligne? La scène avec le pied, là, on en parle. Tu sais pourquoi tout s'aligne? Parce qu'on passe de Dexter, on va dans Death Note, et on arrive dans Hit. On arrive dans Hit. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Hit, c'est qu'il y a un grand face-à-face entre Robert De Niro Robert De Niro qui est un braqueur et Al Pacino qui est un flic. Et franchement, Al Pacino, il veut coffrer De Niro, mais c'est deux personnes qui se respectent, alors que c'est le bien et le mal. Au final, ils se respectent de ouf, tu vois. Un peu comme Garp et Goldie Roger. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, là, je trouve que... Alors, je fais une petite parenthèse, mais dans One Piece, en vrai, il n'y a pas de gentil et méchant, tu vois. Ça dépend où tu te places. Parce que les pirates sont pas forcément méchants. Ah, il va nous sortir la rêve de Doflamingo, c'est parti. Oh non, je n'ai pas choisi Doflamingo. J'aurais pu, mais peut-être que Face, notre producteur, le choisira. Mais évidemment que si, les pirates sont méchants. Il y a que Luffy et sa bande qui sont chic et cool. Trafalgar Law. Ouais. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Parce qu'il a un ours. Ça y est, très sous-côté ce personnage d'ailleurs. Beppo. Même Shanks, hein, il est pas. Il n'y a pas d'acte de piraterie à la Pirate des Caraïbes, tu vois. Oui, mais... Pas tout le temps, mais dans l'équipage de Baggy, il y a du vol, il y a du massacre. Tous les équipages ne sont pas bons, c'est pas ce que je dis. Il y a des mauvais, évidemment. Mais c'est pas forcément que des méchants. Comme dans la marine, hein, c'est pas forcément que des gentils. C'est parce qu'ils sont aussi pas sur la même recherche. T'en as qui sont pirates parce que ils ont pas le choix. C'est des faits de vie. Il faut vivre, piller et tout ça. Et il y en a d'autres qui sont des aventuriers qui veulent chercher le One Piece. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on les appelle pirates et pas aventuriers? Ça, merci, moi je suis d'accord avec toi. L'exception ne fait pas la règle. En réalité, un pirate, c'est méchant. Ça pille, ça viole, ça boit du rhum. Mais il n'y a pas qu'une seule exception. Chivalo. Il n'y a pas qu'une seule exception dans One Piece, tu vois. Il n'y a pas que les Mugiwara comme exception. Oui, bon, il y a l'équipage de Shanks. En fait, il y a ceux qu'on met en avant, mais c'est pas la majorité des pirates. Ah, mais oui, mais c'est pour te dire que quand tu vois Baggy, là, quand il lève le bras, c'est lui qui ramène les vrais pirates à lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on est sur un équipage vraiment méchant, Baggy. Ils sont pas méchants, ils sont pirates. Voilà, ils sont vraiment pirates. Voilà.
C'est ça la définition du pirate. Et je prendrais pas Flamingo. Et en vrai, les Mugiwara sont une exception. L'exception ne fait pas la règle. Ouais, merci, il y en a beaucoup. Bon clé. Ouais, il y en a plein. Bon, il est méchant à la base. À la base, tu l'aimes pas. À la base, il est Alabasta. Il veut chicoter les Mugiwara. Tu l'aimes pas parce qu'il veut chicoter les Mugiwara? Non. Ils ont pillé un village. Ils ont fait du Sahara un village où il y avait un peu de pluie. Ils ont tout. Il était dans Crocodile. Ah, mais son boss, il a fait ça, pas lui. Oui, mais il suit les règles du boss, n'est-ce pas? Arrêtez, parce que vous l'aimez trop, mais en fait, à la base, il est méchant, bonne clé. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Light Yagami? Non, j'ai bien aimé le crossover avec Dexter, avec Hit, avec. Ça tombe bien, c'est toi qui l'as fait. Donc. Oui, t'as vu. J'ai d'être ça. Vas-y, je te check parce que t'as d'être ça. Très bonne ref. Et en effet, on est sur un protagoniste qui est méchant et c'est cool. Un antagoniste, protagoniste. Protagoniste. Il est tout il est deux mélangés en vrai, quelque part. Ouais, il est goniste en tout cas. Il est goniste, ouais. Ça c'est sûr. Tranqui, oui. Qui tu nous as choisi, dis-moi? Aïe. Bah, moi c'est mon manga de cœur, hein, le meilleur manga que j'aime le plus tout au monde. Dis-nous. Ah, pas mal, ça aurait pu être Sasuke, mais ce n'est pas Sasuke. Mais le thème derrière est incroyable. On parle bien sûr de Obito Uchiwa. Oh, Basile, il avait grillé. il est chaud. Donc dans Naruto. Dans Naruto, Obito. Après, ça rejoint aussi Madara parce qu'au final, leur objectif reste le même. Pourquoi Obito, je le comprends en soi. C'est juste si tout le monde a quelqu'un qui l'aime plus que tout au monde et qu'on le tue devant vous, comment vous allez réagir? Voilà, c'est un peu ce... Ouais, après il y a plein de choses, c'est-à-dire que ça a été un moment déterminant, mais c'est surtout tous les mensonges qu'on lui a dit derrière. Exactement. Et même cette vision était un mensonge, puisqu'au final, Kakashi, c'est pas lui qui a tué Rin, c'est elle qui s'est jetée sur Kakashi. Mais, pardon, je te laisse terminer. Non, vas-y, non, c'est juste... Et moi j'entends où là, moi je trouve pas que c'est un vrai méchant. Enfin, dans ce qu'il a fait, ça peut paraître méchant, mais je trouve pas que c'est un vrai méchant parce que c'est quelqu'un à qui on a menti toute une partie de sa vie, à partir du moment où on l'a abandonné dans la grotte. Manipulé. Il s'est fait manipuler. Ouais, et c'est quand il se rend compte qu'il a été manipulé qu'il se dit ah ouais mais j'ai déconné, et il change complètement d'avis, tu vois. Donc moi je le mettrais pas comme un vrai méchant. En fait c'est compliqué. Il est quand même méchant à une bonne partie du manga, ouais, attention. C'est le problème des méchants dans Naruto, c'est que tu lui trouves toujours une excuse. Et puis il y a des conséquences. Alors il y a des conséquences parce qu'il y a quand même la grande guerre ninja. C'est lui. Hein. Bah il y a quand même la mort de Minato. La mort de Minato. Ah oui c'est lui. c'est lui qui fait venir Kyuubi. Oui il a tout fait. Ouais, parce qu'on lui a menti depuis toujours. Mais c'est ça. Enfin presque toujours. Et c'est pour ça qu'on peut le comprendre, c'est qu'au final c'est juste quelqu'un qui veut genre du bonheur. Et c'est quelqu'un qui souffre terriblement, Obito. Parce qu'il était inférieur à tout le monde. Dans son équipe, il était inférieur. Oui, c'est ça. En fait, mais il souffre tout le long du manga. Hein. J'ai vu une page, et c'est drôle qu'on parle d'Obito aujourd'hui, parce que j'ai vu une page il y a 3 jours, de quand il découvre Sambi avec Deidara. D'accord. Et il est en mode Tobi là, à ce moment-là. Il n'est pas en mode Obito, Madara Uchiwa qui se cache. Ouais. Et donc en mode gogol. Ouais, il est en mode gogol. Ouais. Et dans cette page-là, il dit rien du tout quand il voit Sambi. Et c'est vraiment incroyable parce que à l'époque on n'a pas cette ref là. Et même le Deidara il fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais pas le débile? Et il y a une page où il dit rien, il y a aucune truc. Et en fait il pense forcément à Rin parce qu'il voit Sambi et en fait c'est juste quelqu'un qui souffre tout le long du manga quoi. Et puis il faut pas oublier, on est quand même sur un Uchiwa qui pendant la troisième grande guerre, c'est un Uchiwa qui n'a pas de Sharingan. Oui. C'est-à-dire que c'est alors entre guillemets un sous-Uchiwa. Et c'est dur. C'est ce genre de limites et de changements de caractère qui font que nous, lecteurs normaux, on peut s'identifier. Parce que quand tu as des super-héros ou des trucs comme ça, il te faut un moment un personnage Yamcha ou Krillin qui a des faiblesses humaines sur lesquelles tu peux te projeter et sur lesquelles tu vas pouvoir mettre un morceau de ta vie, ton quotidien et de tes frustrations, et tu vas voir cette personne qui va se dresser, qui va faire des trucs horribles parfois, ou des fois des trucs mortels, parce que le gentil va vivre la même chose. Il va se lever, il va
se battre contre l'oppression, ce qui l'opprime lui. Et nous, il y a ce côté super libérateur, voire jouissif, de dire waouh, il y a combien de fois on aurait aimé pouvoir se lever, intervenir sur un truc X ou Y, là, aller dire à l'autre putain, mais nomme un Premier ministre, tu vois, rien que là. Donc tu arrives et tous ces moments dans la vie où on se sent impuissant, où on a l'impression qu'on est un bout de sable dans un rouage gigantesque. Et ben, ce genre de personnage, ça nous permet de nous dire ouais, bout de sable, il peut faire gripper les trucs. Ouais. Moi, je le vois un peu comme encore un crossover, tu vois, un peu comme Anakin. D'accord, donc dans Star Wars. Ouais, quand Maître Yoda, Anakin est tout petit, lui dit en toi, beaucoup de peur je sens. La peur amène à la souffrance à la haine au côté obscur. Et c'est la même chose pour Obito. Bah, tu vois, tu fais un bon parallèle parce que Anakin aussi, et c'est un peu pareil. Parce il a été manipulé. Et puis surtout, si tu regardes les deux, ils ont vrillé par amour. Alors, Obito pour Rin et Anakin pour Padmé. Et ce qui est entre guillemets l'ironie du sort, c'est que, alors je sais pas comment faire le parallèle avec Obito, pardon, mais ce qui est ironique, on va dire pour Anakin, c'est que il s'énerve parce qu'il veut sauver Padmé et qu'au final il pense que il y a que les Sith qui peuvent réussir à tromper la mort. Et il se noie dans la haine. Il se noie dans la haine. Et en fait, on apprend après que les Jedi ils savent le faire aussi. Tu vois, parce que Yoda le dit. Ou je sais plus qui, il lui dit bah écoute viens, je vais te montrer comment on peut faire revivre quelqu'un entre guillemets. Il revit pas vraiment, mais tu peux recommuniquer avec lui. Donc tu vois, encore une fois, le mensonge amène à la haine. Mais c'est ce qui est intéressant dans les mangas, c'est qu'à chaque fois on a la source, du changement. L'antagoniste. Il est méchant, on le déteste, full up au début, on est young, on lui jette tout, on crache sur sa terre, enfoiré. Pardon. Attention. Pardon, ok. Voilà. Et plus l'œuvre avance, et plus on comprend la source de sa colère, de sa haine, et ça le rend plus humain, et c'est là qu'on s'identifie, ou on s'accroche un peu plus. Tu parlais de Don Flamingo ? Bah là pour moi c'est incompréhensible Don Flamingo par exemple. Non, attention, Don Flamingo c'est sensible. C'est sensible. Don Flamingo, il était tranquille en haut là. Son père il a dit viens on descend. Attention, Don Flamingo c'est sensible. Il avait rien demandé. Ils sont arrivés en bas on voulait pas d'eux. Et donc on a commencé à les lapider, à les marginaliser, tu vois. Et lui, en fait, c'est très Uchiwa tout ça. Il demande à son père, mais on était bien en haut, tu vois. Je vais retourner d'ailleurs. Et carrément, à un moment, on les crucifie, tu vois. Et ils sont là, son frère, son père, tous les trois, comme ça, je crois, la daronne, elle avait dead. Ouais, il me semble. Tu vois. Et en fait, c'est beaucoup de souffrance, alors que lui, il était tranquille en haut à Marie-Joise. C'est mais il a trop la haine, il a pas de. Il a trop la haine. Mais Obito, il a la haine. Ouais, mais il se repentit. À partir du moment où tu te repentis, c'est l'excuse. C'est vrai, mais One Piece, c'est pas terminé. Oh. Mais il est toujours dans sa prison là, à rigoler quand il entend des news. Il rentre. Je veux juste revenir sur ce que Div disait il y a 30 secondes. On aime comprendre les motivations des méchants, voire arriver à les justifier. Et en fait, il y a eu un gros shift fin des années 80 dans le manga où on a dit ouais, le pur manichéisme, ça sert à rien. Et ce shift... Le Freezer, quoi. Ouais, voilà, c'est juste le méchant, c'est un méchant parce qu'il est méchant et qu'il parle comme ça. Tu vois, et ce truc, il est arrivé dans le manga bien plus tôt que dans plein d'autres médiums. Aujourd'hui, on se gave dans les séries télé avec tout ça. Et moi, un de ceux que je préfère, c'est dans Yu Yu Hakusho. Et c'est un des précurseurs, c'est ce qui a éclaté la popularité des méchants qui ne sont pas purement méchants et qui peuvent justifier. Donc Toguro. En est un, mais c'est celui juste après, Sensui, qui est vraiment celui que je préfère parce que... Ah ouais, tu préfères à Toguro? Ouais, Toguro pour deux raisons je le préfère. Parce que déjà Toguro, je trouve qu'il est trop permissif avec son frère. Et qui lui est un vrai salopard jusqu'au bout, un psychopathe de psychopathe. Et oui, d'accord, c'est la famille, c'est voilà. Mais je pense qu'il aurait pu canaliser. Et surtout, Toguro, il s'en veut que à lui-même.
Il s'auto-blâme, il s'auto-punit, il est dans l'autoflagellation, il se sacrifie, il devient un démon parce qu'il considère qu'il ne mérite plus d'être humain. Il est pas dans la rédemption, dans la recherche d'une rédemption qui justifierait tout. Et moi, j'aime ce côté qui fait vaciller Sensui en mode ah ouais, non, mais en fait, les humains, je peux plus avoir confiance. Et quand tu es vraiment trahi, moi, si je me pose la question dans laquelle je me projette le plus, je me dis si je vis une trahison aussi forte que celle-là et que derrière, comme le dit Diff, j'ai les pouvoirs, ouais, je vrille. Je vrille dans la chanson de Goldman, où est-ce que vous auriez été à Leidenstadt, là je peux répondre ouais, j'aurais été du bon côté parce que j'ai une morale, mais si été meilleur ou pire que ces gens. Exactement. Hein, et là, dans le cas de Sensui, s'il m'est arrivé la même chose dans les mêmes conditions, je pense que j'aurais dit ok, je bute tous les humains. Alors je suis pas entièrement, enfin là je suis d'accord, mais je suis pas entièrement d'accord sur ce que tu as dit sur Toguro en fait. Parce que moi je trouve que Toguro il a une certaine rédemption lors de son dernier combat avec Gensai. Mais il cherche la mort. Oui, bah il cherche la mort, et pourquoi il la cherche? Mais il cherche la mort parce qu'il moi je suis pas certain qu'il aime encore sa vie et qu'il aime encore qui il est. Mais il aime pas sa vie justement, il passe son temps à s'auto-flageller, il se détruit de l'intérieur, il attend juste qu'une chose, c'est que Genkai soit assez forte pour le tuer, parce qu'il était le monstre est devenu plus gros que ce qu'il pensait, et il continue. Justement, je trouve que c'est très humain de s'en rendre compte. Ah oui, alors... Il se rend compte de ce qu'il est devenu et à quel point ça le dégoûte ce qu'il est. Je dis pas que c'est pas un très bon antagoniste, c'est un antagoniste génial et doux. Je dis juste, je me projette et je me reconnais plus dans Sensui que dans la manière dont Toguro évolue. J'aurais pas fait comme Toguro. Ouais. Tu vois, ça, c'est difficile de se projeter dans des trucs complètement... Après, on aurait fait comme aucun des antagonistes là, soyons clairs. Ouais, tu donnes un carnet à Div, je sais pas comment ça se passe. Hein. Il va écrire un album. Et il va te dire, donne-moi plutôt le livre rose là celui-là. Non, mais en réalité, dans la vraie vie, quelqu'un qui est méchant, c'est soit quelqu'un qui a des troubles psychologiques ou quelqu'un qui a eu un parcours chaotique. Ah oui, bien sûr. Personne ne naît méchant. On n'est pas méchant comme ça. Voilà, c'est... les psychopathes, si, du coup. Mais oui, c'est ça qu'il dit. Psychologiquement, il y a quelque chose qui va pas. Troubles psychologiques. Ouais. Mais sinon, en réalité, c'est ton parcours qui te donne la décision de prendre la voie de gauche ou de droite. Et c'est ce qui nous explique le mieux, c'est Naruto en vrai. Oui, Naruto. Je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est rien n'est manichéen dans Naruto. Exactement. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Sur l'arc de Pain, c'est vraiment... c'est assez dingue, parce que tu es là, tu dis, j'aimerais le détester. Mais tu peux pas. Mais en fait, voilà, tu peux pas. Il n'y a aucun méchant que tu peux détester dans Naruto. Oh, si, tu peux détester des gens. Même des gentils. Non, mais des gens. Non, Danzo, je suis désolé. On est sur quelqu'un qui n'a jamais osé faire le pas. On l'a vu pendant la 3e Grande Guerre et tout. C'est quelqu'un qui n'a jamais osé faire le pas et qui s'est toujours senti au final inférieur à Hiruzen. C'est de l'ego. Et ensuite, si tu regardes, on peut le considérer comme un méchant, mais lui, son seul et unique but, c'est de protéger Konoha. Alors, est-ce qu'il l'a bien fait? Non. Évidemment, mais c'est encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas sa vraie intention, c'est égoïste. Il veut protéger Konoha. Il a mis des yeux d'Uchiwa dans son bras full-up comme ça. Évidemment, il a fait un génocide. Il a participé au fait que dire à Itachi, tu tues tout le monde ou alors... Et tout ça, c'est par orgueil et par ego. Il n'y a pas de protection dedans, frère. C'est personnel. Ben oui. En tout cas, c'est mon avis. C'est ton avis. On parlait de méchants qui n'étaient pas foncièrement méchants. Oui, dis-nous. Et il y en a un qui est dans un manga original qu'on pense pas forcément. On va parler de Cell. Ah. Parce qu'en fait, Cell... Alors attention. Donc dans Dragon Ball. Hein. Oui, je vais grossir les traits. Mais c'est juste Goku. Au final. C'est juste quelqu'un qui veut se battre contre des gens forts. Parce que, je vais en venir à ce sujet, il crée un tournoi pour se battre contre des gens super forts. Il aurait très bien pu faire un Kamehameha et détruire la Terre. Vrai. Mais lui, il a été créé dans un seul et unique but, tuer Goku. Exact. Comme les cyborgs, tu vois. Donc en fait, lui, c'est mine de rien un méchant qui a un but. Et est-ce qu'il est réellement méchant ? Je pense que lui, si tu regardes, c'est parce qu'on vient le faire chier. Alors, il essaie de récupérer les cyborgs et il tue des gens parce que il a pas les cyborgs.
Il tue les gens pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie au début. Et donc après, oui, il est méchant sur ce point-là. Il farme de l'XP, c'est des slimes. Et si tu regardes, quand Goku lui dit on va se battre, mais par contre tu tues plus personne avant le tournoi, il le fait. Il dit ok. Il le fait. Et ok, parce que moi je veux me battre avec toi, donc si c'est ta condition, je le fais. Oui, mais pour gagner son pouvoir, c'est pas Goku. Oui, bon, c'est un méchant quand même. Il est pervers. Quand il attrape ses 18, il lui dit attention ma grande. Non, ça c'est la version française. non mais il est pas méchant. En fait, il veut se battre contre des gens forts. Il cherche à prouver sa raison d'être parce que si donc son créateur meurt avant que lui puisse naître, et donc sa seule raison d'être c'était de je dois exister pour les ordres du docteur Gero, parce que c'est un cyborg, donc il a un côté robotique, donc il a un code préprogrammé pour ça. Donc dans ce sens-là, oui, il est moins méchant qu'un Freezer, cette espèce d'agent immobilier dégueulasse, mais ce qui est son origine en story, l'origine story de Freezer, c'est un agent immobilier. Ah ouais? Ouais, tu vrilles beaucoup quand t'es agent immobilier. Oui. Okay. Alors, regarde Stéphane Plaza. Oh. Alors, il y en a plein, je voulais vous parler de Boros aussi, qui ressemble un peu à celle dans le fait que lui, tout ce qu'il veut, c'est un super combat. Et là, au final, ça lui coûte la vie. Dans Berserk. Un peu comme dans Berserk, il y en a plein, mais on gardera ça pour une prochaine fois. Parce que mon cher Diff, c'est le moment du Killer Beats. Yeah, baby. Ok, c'est Killer Beats. Rappelle-nous ce que c'est le Killer Beats pour Trunkyzoo et pour tous nos auditeurs et Twitchers. Ok, c'est Killer Beats. Je vous fais découvrir les rappeurs Jap et les meilleurs hits. C'est pas du Taylor Swift, pas du Psy, pas du Killer B. C'est Div Killer D. Pour finir en speed, j'ai pas de rime en I. Générique. Bagayaro, Komoyaro. Yeah. Aujourd'hui, on va découvrir Iser. C'est pas un expatrié de Grigny ou un japonais fan du neuf. Je m'attendais pas à ça. J'allais faire la même. Bon, j'abuse du bail, on l'appelle Yeezer. En réalité, on prononce ça comme ça, tu vois. Comme Pharrell. C'est un pur produit de Kawasaki City dans la préfecture de Kanagawa. Né le 3 novembre 1995, il commence le rap avec son jumeau T. Pablo. Puis au collège, avec leurs potes, ils créent un groupe Bad Up. Ils sont 8, plein de styles différents, un peu comme Wu-Tang, Section d'Assaut, Mafia Qu'un Free, tu vois, un truc. Et en 2014, alors ils ont 19-20 ans, ils se font connaître au Japon grâce à une compile Bad Up Era, qu'ils vont produire eux-mêmes, livrer gratuitement en ligne et en CD. Et là, extrait. Et tu vois, Kawasaki, là d'où ils viennent, c'est un peu comme Détroit et les usines Ford. D'accord. Tout le monde connaît Kawasaki. Tout le monde connaît Kawasaki. Les moteurs de moto, les bécanes et tout, tu vois. Donc en vrai, c'est un coin où c'est pauvre. Ok. Et en vrai, quand t'es un gamin là-bas, ton destin, c'est de travailler dans les usines, tu vois. Donc eux, ils se battent. Et avec ce titre-là, avec cette compile, ils arrivent à ramener la lumière sur eux. Donc il y a Vice Japan qui font un documentaire sur eux en 2015 qui s'appelle Made in Kawasaki. Donc on les voit dans le hood, tu vois. Au Japon, ils aiment pas trop montrer le côté obscur. Ouais. Le quartier, les ghettos. Donc on les voit là-bas. Et c'est le début d'une grande apogée. Et en 2017, la consécration avec leur album Mob Life, premier sur iTunes, dans tous les charts et tout ça, ça cartonne. Et moi, dans le groupe, il y a mon petit chouchou. Un chouchou. Ouais, le Yeezer, tu vois. D'accord. Tu vois, comme c'est un peu à la Wu-Tang, chacun a son Method Man, son Raekwon, tu vois. Ouais. Et c'est lui qui a le haki le plus puissant pour moi, tu vois. Extrait. En fait, je le trouve vraiment large. Il excelle dans toutes les palettes, tu vois. Il chante bien, il est charismatique, il a un haki puissant. Extrait encore. Voilà, aujourd'hui avec le titre que je voulais mettre en avant, c'est un clip très deep où il est juste assis sur le banc d'une station de métro pendant tout le clip et il envoie ses sentiments. Voilà, tout ce qu'il a. Tu vois, le morceau il s'appelle Plusieurs fois.
Bon, c'était écrit en japonais. Ouais, tu nous as fait la traduction. Ouais, ça s'est écrit plusieurs fois et c'est le titre que je voulais faire connaître aujourd'hui de Yeezer. C'était fabuleux. Ouais, voilà donc, tout ce qu'il fait. Donc big up à Yeezer et son crew, son groupe Bad Hop, qui a fait un concert 2024, en février 2024 là, un grand concert à Tokyo. Ouais. Et je pense qu'ils sont tous en train de faire leur solo, se séparer. Je ferai des... Chaque membre sur les membres les plus importants, ouais, exact, ouais. Parce que tu vois, on en parlait en tête pendant qu'on écoutait et on était tombés tous d'accord sur que ça fait très Nelly. C'est vrai. Ouais. Et Nelly le rappeur. Hein. Et on disait aussi que moi en vrai je prends mon pied dans mes recherches de rappeurs japonais parce que ils s'inspirent et ils absorbent tellement bien la vibe que des fois c'est mieux fait dans les prods et c'est vraiment du rap américain en Jap quoi. Ouais, totalement. Ouais. Et ils savent très bien et comme je disais à Valentin, même dans les openings, des fois c'est très rock et tout. Ah oui, on a écouté tout à l'heure Flo. Et ça n'a rien à envier aux meilleurs artistes pop rock ou rock des États-Unis ou de France, tu vois. Après, quand ils font un truc, que ce soit musical ou on voit en animé, ils le font toujours à fond, tu vois. Et ils essayent d'améliorer, tu vois. Val, il nous parlait du Shinkensai. Shinsekai. Non, Shinkansen. On va y arriver. On prend le TGV. Shinsekai, c'était un groupe. On fait mieux. C'est l'idée. Il y a une idée défendue au Japon depuis longtemps parce que si on regarde dans le temps Retour vers le futur, les Japonais étaient vus comme ce que sont vus les Chinois aujourd'hui. C'est-à-dire c'est de la mauvaise qualité, c'est juste de la copie. Et pendant très longtemps, ils se sont battus. Mais parce que tu vois, le doc disait parce que Marty lui dit, évidemment, tous les meilleurs trucs sont fabriqués au Japon. Maintenant justement, parce que quand il va dans le passé, le doc dit ça. Donc dans les années 70, c'est ça. Et donc pendant les années 80 et 90, les Japonais ont dit, ok, on faut pas qu'on soit dans la production et dans la copie. Faut qu'on comprenne, qu'on absorbe et qu'on améliore. Et ça, c'est tout ce qu'on ressent. Et en plus, comme c'est des artisans passionnés de génie, ça donne des choses incroyables parce qu'on ne comprend pas les paroles. Ouais. Pas tout. Et tu sens que c'est deep, tu vois. Ouais. Et surtout, l'envers du décor, parce qu'en réalité, le Japon, Tokyo, nous, on a nos références, les samouraïs, les animes, les mangas et tout. Et on ne se dit pas qu'il y a des quartiers aussi. Il y a des hoods. C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. On n'y pense pas du tout. Et en fait, quand j'ai regardé le docu Made in Kawasaki, c'est comme à Détroit, en fait. C'est pas ouf la vie à Détroit. Donc en vrai, c'est sûr que quand tu nais là-bas, ton destin, c'est aussi d'aller à l'usine comme ton grand-père et ton père. Et tu vois ce que je veux dire. Je te rejoins, Diff, parce que je me permets. Mais tu peux te permettre, bien sûr. Vu que je fais du break, j'en ai profité pour en faire à Tokyo. Ouais. Et ça reste dans la culture hip-hop. Et les Japonais sont très gang là-bas. Okay. C'est pas parce qu'on est. Ah ouais, c'est pas parce qu'on est japonais. Étonnant. Je te jure que c'est même un des peuples dans le break, dans le b-boying, qui sont très rentre dedans. Et qui sont. Ça va être les premiers à mettre des durags en battle. Juste par c'est la street. C'est la street. On en revient dans les années 2000. Ouais, mais c'est bien, ils respectent les codes, les gars. C'est vraiment la street. Merci, mon cher Diff. Ok, big up à vous. Redis-nous le nom de l'artiste et du crew. C'est Yeezer et le groupe Bad Hop. Bad Hope. Yeah. Super. Merci mon cher Diff. J'adore ta nouvelle chronique. J'aimais bien celle d'avant, mais j'adore celle-là. Yeah. Mon cher Trunky. Oui, encore moi. Oui, pour l'instant, il n'y a que toi qui t'appelles comme ça. Donc, t'as fait le tour du Japon en skateboard. Qu'est-ce qui arrive pour toi là ? Fin 2024, début 2025. Fin 2024, là, ça va être charbonné YouTube au maximum. J'ai envie de faire un peu en France, parce qu'en attendant que je retourne au Japon, bien sûr, pour la saison 2, pour plein d'autres choses qui vont se passer là-bas, beaucoup de jeux avec des Japonais qui viennent en France, justement, qui connaissent pas du tout la culture française. Ouais. Donc, essayer de leur faire découvrir tout en jouant du divertissement là-dessus, quoi. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, on verra bien ce que ça donne, on spoil pas. Et du vélo sur l'eau. Et du vélo sur l'eau, ça arrive aussi à la fin du mois, normalement. Très lourd. Ça va être cool. Un grand merci à toi, Trunky. Tu reviens quand tu veux et allez voir son tour du Japon en skateboard tout sur YouTube. Ouais, sur YouTube, c'est bon. C'est parfait. Un grand merci à toi, mon cher Val. Un grand merci à toi, mon cher Diff. Merci derrière à Basile. Il y a Maël qui est derrière aussi. Il y a aussi.
Il y a Face aussi, il y a Jamaru. Il y a Jamal. Ouh, mais j'ai oublié de dire Juliette et Shahid. Je vous rappelle juste avant de partir que la semaine prochaine, on va faire un spécial My Hero Academia et Ahmed de Kiyun sera avec nous. Je vous rappelle aussi que Dan Dadan, ça arrive, c'est grâce à ADN. On a fait gagner des places, donc vous pouvez aller voir les 3 premiers épisodes. Et bien sûr, on va faire gagner des figurines, des goodies, des mangas grâce à nos copains de Japan On Demand. On revient avec tout ça la semaine prochaine, mercredi 19h, 21h sur Move pour Yatta. Ciao! Yatta!